Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bon début d'après-midi. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Janine. Pierre, aujourd'hui, tribune libre. On continue nos traditions jusqu'au bout. Oui. Tribune libre, donc tout ce qui vous dérange, ce qui vous chicote, ce qui vous tourmente, vous savez plus où vous en êtes, c'est la chance de le faire. On n'a pas de thème le vendredi. Donc 790-0224, 1-800-667-5241. Et Pierre, Oui. je ne sais pas, le temps que les appels vont commencer à entrer. Là, il y a des nouvelles intéressantes qui se passent dans le monde, des intéressantes et des moins intéressantes. Mais Le Parlement portugais vient de décider d'autoriser légalement, de dépénaliser, c'est-à-dire d'autoriser légalement l'avortement pour les femmes jusqu'à 10 semaines de grossesse. Dans un pays très, très religieux. C'est un grand pas. Alors, c'est presque 3 mois, ça. Il aurait pu tirer un peu, mais en tout cas, c'est un début. C'est-à-dire un pays religieux ou un pays arriéré. Parlant de pays arriéré, j'ai été singulièrement offensé ce matin de découvrir que l'Égypte fait des gros reproches au Canada concernant le port des signes ostentatoires islamiques au Canada. Partant de l'histoire de la petite fille qui veut jouer, la petite Mansour qui veut jouer au soccer avec son voile islamique, puis ses culottes longues, puis ses manches longues. Janine, je réitère qu'il est urgent que le Canada se déclare pays laïque. Ces cochonneries-là ne finiront pas, ça n'aura pas de fin. Les musulmans sont agressifs, extrêmement revendicateurs, envahissants comme du chien dent, et je n'en démordrai jamais, Janine Ross. Bon. Alors, il y a une urgence de déclarer notre pays, de se voter une loi au plus sacrant, comme la France, comme la Turquie le fait, de se déclarer officiellement pays laïque. Autrement, là, ça ne finira plus. C'est qu'on va nager dans beaucoup d'interprétations continuellement. Ah, sans arrêt. Oui. Sans arrêt, Janine. Écoute, ce monde-là, c'est du chien dent. Alors, ceux qui connaissent, là, la façon dont se répand le chien dent, là, vont comprendre mes propos. Et Pierre, je ne sais pas s'il y a un autre point. Avez-vous remarqué un autre point? Il y a quelque chose qui s'est passé chez nous. Allons-y. Chez nous, c'est une juge qui s'est portée sur la cause d'Éric Kennedy, l'ex-ami d'Anne-Marie Pelado. Oui. Puis il passe devant elle, puis ça, il écope de 17 mois de prison. Bon, correct. Mais elle dit quelque chose, puis je me disais, ça s'appelle juger à partir de l'individu que tu as devant toi. C'est en plus des points de loi, évidemment. Elle dit, elle s'est adressée directement à l'accusé, puis elle lui a expliqué qu'elle ne mettait pas la thérapie dans les conditions de probation, puisque celui-ci, c'est-à-dire M. Kennedy, est tout simplement incapable, en ce moment, d'entreprendre une cure de désintoxication. Elle faisait référence à ses nombreuses tentatives avortées depuis son arrestation, parce qu'il est déjà derrière les barreaux. Oui. Alors, elle dit, et là c'est cité, vous n'êtes pas aux prises avec mais avec un énorme problème de consommation de stupéfiants. Vous n'êtes pas capable en ce moment d'arrêter de consommer. Alors tout ce que je ferai en vous imposant de telles conditions, c'est de vous donner des raisons de commettre de nouveaux crimes. OK? Elle prend en considération l'état actuel. Mais je trouvais que c'était vraiment un jugement rendu avec les données de l'être humain que tu as devant toi. Oui. On ne demande pas l'impossible parce que il va se retrouver, ce ne sera pas long, en bris de conditions. Parce qu'il ne sera pas capable de respecter ça. Ça, je trouvais que ça s'appelait un jugement. Avoir du jugement dans le cas de... C'est bien pour un juge, là. Ah, tout à fait d'accord. Voilà. Elle est payée pour ça, c'est ça son travail. Sinon... Ça me semblait bien appliqué. On ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un qui a d'énormes problèmes. Les drogués qui sont pas capables de se retenir, c'est évident qu'il faille les enfermer. Ben oui, il va être enfermé en prison jusqu'à temps qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un meilleur contrôle là, sur lui-même, il sera capable de... Mais du même souffle, convient que la société est complice, la banalisation de la drogue dans la société me fait... Tu sais, c'est assez renversant quand même. Il y en a qui mettent le pied dans l'engrenage parce que c'est banalisé, c'est normal, puis ils restent accrochés, il y a toutes sortes de situations. Écoute, l'exemple vient de haut. Et tant que l'exemple va venir de haut, on va avoir un sacré problème avec cette cochonnerie-là. C'est un véritable fléau, ça. Oui. Alors on va à Luc. Exact. On y va tout de suite. Oui. Bonjour Luc. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Luc. Oui, bonjour. Je ne connais pas, pour l'information, j'aimerais peut-être trouver une source de problème.
Moi, mes parents, ils sont divorcés depuis 25 ans et j'ai beaucoup de misère à m'entendre avec ma belle-mère. Elle est une source de chicane continuelle entre moi et mon père. Et la minute qu'on commence à bien s'entendre, mais elle ne mêle pas de ses affaires sur certains points. Ben oui, mais écoutez, écoutez, Luc, à première vue, là, c'est tellement commun que je n'oserais ériger cette difficulté en problème. Ben moi, j'aimerais juste comprendre quelque chose. C'est l'histoire du Québec. Vous êtes en train, c'est l'histoire des relations humaines, des relations interpersonnelles au Québec. On dirait la bonne femme qui s'ingère entre son conjoint et son fils, voyons. Mais de quoi pourquoi elle fait autant de ça? Mais oui, mais parce que les femmes, qu'elles veulent le contrôle du bonhomme. Allumé. Mais il est son fils. C'est-à-dire que le père de Luc, pour entretenir une relation avec son fils d'Atit, point, en dehors du lieu. Non, Janine, il pose une question. Oui. Non, il se demande pourquoi qu'elle agit comme ça. Oui, ça, bon. Pourquoi? Ben, pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Y a-t-il la jalousie là-dedans? Ben oui, de l'envie. Ben oui, c'est le vice national des Québécois. Chez les femmes, là, c'est dangereusement prévalent. Elle veut le contrôle du bonhomme. Votre père, c'est une mitaine. C'est ça, on le sait, ça. Pardon? C'est ça, on le sait, ça. Ben oui, mais dites-le. Moi, je le connais pas, votre père. Je présume que c'est une mitaine. Puis Germaine veut avoir l'hégémonie sur la mitaine. Bon, et pour garder son contrôle, faut qu'elle l'isole, qu'elle le tienne loin de vous. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Si elle commence à s'amuser avec vous, ben là, elle va perdre le contrôle du bonhomme. C'est sûr, ça peut nous perdre dans le mitaine. Attendez un peu, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle peut perdre? Elle va perdre le contrôle de la mitaine. Mitaine va se mettre à aller s'amuser un peu partout. Non, mais Luc a sa vie, il a 35 ans. Vous devez avoir une vie à vous. Vous n'êtes pas certainement collé sur votre père. Luc? Est-ce qu'on est d'accord? On n'a plus la communication? Zut. Ça a coupé. Zut, merde. Ça a coupé. Mais c'est ça, Pierre, je comprendrais peut-être, je sais pas, plus jeune, de 35 ans, c'est un homme, il a sa vie. Comment une personne peut empêcher ce lien-là avec, et qu'est-ce qu'elle y perd? Ben là, qu'est-ce qu'elle y perd? Il sort une fois par semaine avec son fils. T'as pas l'air à comprendre. T'as pas l'air à comprendre le contrôle féminin, toi. Je sais pas si t'es dénué de ça, Janine. C'est-à-dire, non seulement je le pense, mais je le sais. T'es dénué de ça, toi. Comprends-tu? Mais il faudrait que tu regardes autour de toi et que tu vois tes consoeurs, comment elles fonctionnent. La majorité d'entre elles fonctionnent dans les relations interpersonnelles par le contrôle. Tu le vois pas, ça? Tu le vois pas, faut que tu entres dans la cellule familiale pour le savoir. Peut-être que ça... Non? Wow! Momento, cher Janino. Ben, les relations de cette belle-mère-là, quand elle se transporte, elle, au travail, c'est pas écrit dans le front. Ben, je contrôle mon univers. Mais oui, mais c'est... Voyons. Et d'un, c'est féminin. Deuxièmement, c'est largement répandu. Pas tout à fait mur à mur, mais pas loin. Ben oui. Alors, quelle stratégie Luc peut avoir? C'est-à-dire... On va attendre qu'il nous rappelle, on va avoir du fun. Avec son père mitaine. Ben oui, lui, il est tout nous rejoindre. Non, c'est ce que ça se passe. Ça, je le sais, Pierre, je le sais. Hey. Je le sais. Non, je ne comprends pas les motivations. Janine? Oui. Le modèle matriarcal, c'est-à-dire la bonne femme qui mène tapis par le bout du nez, OK? C'est le modèle le plus prévalent dans les relations conjugales au Québec. Mais il pas me compliqué semble... à comprendre, ça, là. Ouais, mais il y a d'autres affaires que je comprends pas parce que tu dis c'est beaucoup plus facile de gérer sa propre vie. Quand tu commences à te mêler de la vie des autres, t'es pas sorti du bois parce que c'est compliqué en maudit. On a de la misère à gérer nos vies personnelles. C'est là que je décroche. C'est là que je comprends pas. J'entends. Oui. Je reçois. Oui. Tes paroles bienveillantes. La réalité, c'est pas ça. C'est bienveillant. Admettons que c'est utopique, hein, c'est ça? Non. Je trouve qu'on a assez de boulot chacun dans nos cours individuels. Non, je regrette pour une fois, t'es pas utopique. Non, t'es réaliste. Maintenant, cette réalité-là n'est pas vécue par une majorité au Québec. C'est du trouble s'occuper de la vie des autres, Pierre. C'est du trouble en maudit. Ah, voilà, Janine, ce que t'as pas compris. C'est tant que tu t'occupes de celle de l'autre, tu t'occupes pas de ta vie à toi. C'est là la faiblesse de Germaine. Il est là, l'os. Il est là, l'os. Alors, Germaine, tant qu'elle mène Fido, elle n'a pas besoin de s'occuper d'elle-même. Tu vois pas ses problèmes. En tout cas, les gens qui font comme ça, parce qu'il y a des hommes aussi qui c'est trop se mêleux, là. Bon, ils règlent pas leurs affaires. Correct. OK, là-dessus, on peut se rejoindre. Ça peut être une mauvaise de bonne explication. Parce qu'il me semble que notre cour individuelle est tellement pleine. Je dis, t'épanouir, avoir des relations harmonieuses avec ton entourage, progresser. Écoute bien, Germaine a le piton collé. Germaine est frustrée sexuellement. Germaine n'a à peu près jamais orgasmé. Il faut qu'elle se venge. Son agenda quotidien, c'est la rancune, la vengeance, le mépris, la misandrie. Germaine, elle est très occupée. Elle doit satisfaire son besoin de vengeance.
Conscients et inconscients. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Conscients et inconscients. Pardon? Tu dis c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Ah, la Germaine au Québec. Si elle occupe de la place. Si elle occupe de la place. Et fout le bordel. Alors, on va espérer que Luc rappelle. Oui, parce que c'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop fréquent. Oui. Et... Écoute, on partirait demain matin, là, puis écoute, on pourrait aller chercher, par exemple, je sais pas, mais 800 000 relations conjugales sur le modèle là, du père de Luc. Tu sais, c'est pas 3000 cas, là. Écoute, c'est majoritaire. Mais ça pèse, c'est même pas un minimum de respect. Je veux dire, le conjoint qui va avec son fils de 35 ans, une fois par semaine, admettons, prendre une bière ensemble, puis se placoter ça, père-fils. Qu'est-ce que ça enlève à quelqu'un? Oublie la bière, là. C'est aller faire des activités. Une activité, absolument, c'est ça. Oublie la bière, là. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, c'est la tribune libre du vendredi. Toutes vos préoccupations, ce qui vous dérange, vous n'arrivez pas à réfléchir parce que vous êtes trop pris dans vos émotions, c'est ça, c'est du cas par cas aujourd'hui. Tribune libre du vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. On joint tout de suite Manon. Bonjour Manon. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Manon. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est que je travaille depuis peu dans une maison en intégration sociale pour des personnes atteintes de schizophrénie. Oui. Et ma question est la suivante. Ça fait que 2 semaines, je suis cuisinière, moi, là. Et j'ai peur. Je savais pas que, même s'ils sont médicamentés et tout ça, qu'ils pouvaient avoir des visions, des hallucinations quand même. Et ils sortent tous de Robert Giffard. Et il y en a un en particulier qui me fait peur. Et sur le plan d'intervention, c'est écrit aussi de pas lui dire non. Il y a des signes avant-coureurs, disons, avant une crise peut-être. Là. Et puis, je me sens comme pas en sécurité. Je me dis, bon, peut-être que ce serait bon que je change d'endroit. C'est peut-être pas mon milieu non plus, là. Mais dans des endroits comme ça, Pierre, normalement, parce qu'il y en a quelques-uns hein, au Québec, est-ce qu'il y a des normes pour la sécurité? Tu sais, je sais pas, une cuisine qui est fermée. Y a-t-il quelque chose comme ça, Manon? Êtes-vous isolé d'une certaine manière? Ma cuisine, non. Oui, ça peut pas se faire? Non. Ça peut pas se C'est faire. ouvert. Et puis, c'est drôle que vous posiez cette question-là parce que cette semaine, justement, je coupais des légumes. J'avais un immense couteau. Et lui est arrivé dans la cuisine pour avoir ses cigarettes. On lui donne des cigarettes aux heures. Et là, il a comme focusé sur le couteau, là, je dirais, un 5, 6, 7 secondes, là. Et puis là, j'ai dit, Donc, ils ont accès aux cuisines, même. Ils ne rentrent pas dans la cuisinette, mais ils restent sur le bar, mais ils voient quand même ce qui se passe. Ouais. Donc, il y a une infirmière qui est là, qui vient le matin, une demi-heure seulement. Donc, je lui ai posé la question, elle dit, il a eu peur. Ça a été sa façon à lui, mais je ne sais pas quel film, lui, il a eu dans sa tête. Ils sont pas contrôlés, c'est ça que ça veut dire. Ils sont en dehors des milieux hospitaliers, Pierre, puis ils sont non contrôlés. Je ne sais pas si j'ai raison d'avoir peur ou pas. Là, on m'a dit il est bien médicamenté, il n'est pas supposé de se passer quoi que ce soit. Il est bien médicamenté. Est-ce qu'il est halluciné? Pardon? Est-ce qu'il est halluciné? Est-ce qu'il hallucine, ce patient-là? Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je veux dire, on m'a dit que certains avaient encore des hallucinations, des visions, qu'ils entendaient quand même des voix, malgré alors. C'est pas contrôlé à 100%, là. Ouais. Et lui, s'il demande d'être hospitalisé, c'est le seul que la curatelle a décidé, oui, on l'hospitalise. Arrête donc. Il va le demander. Les autres, s'ils demandent d'être hospitalisés, ils ne le seront pas. Exact. Ah bon? Ah bon? Alors, je trouve ça particulier, puis je me sens peut-être pas à l'aise. Je pense que je vais changer de domaine. Ai-je raison? C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée? Est-ce qu'il y a une présence masculine en tout temps dans cette maison-là? Pas du tout. Bon. Manon, si c'était ma fille qui travaillait là, je lui dirais, viens ici, ma fille, on va avoir une conversation. OK. Aïe. Bye, Manon. Ouais. Merci. Bye. Au revoir. Bye. C'est triste, Pierre, parce qu'on parle de désinstitutionnalisation. On continue, là. On continue. On lisait dans les journaux il y a quelques semaines à l'hôtel. Est-ce que c'est donc Louis-H. Lafontaine, là? Il va encore y avoir fermeture de lits et tout ça. Où s'en vont ces gens-là? Dans des foyers comme ça.
En tout cas, OK, on a assez parlé, hein. J'en profite pour dire que j'ai été un pionnier au Québec et au Canada pour ce qui est d'améliorer la sécurité, non seulement des patients, mais de ceux qui en prennent charge, avec l'augmentation des hauts dosages, avec l'augmentation des neuroleptiques dans les gros cas de schizophrénie. J'ai été un pionnier dans notre pays. Et c'est drôle, j'ai été radié sur cette base-là. C'est intéressant. C'est un peu comme si la société canadienne, la société québécoise, via ses représentants officiels, ne voulait pas qu'on améliore le sort des grands malades psychiatriques. Pierre, il y a eu un document, il y a aussi un mois et demi, sur la télévision d'État, où justement, il y avait des gens qui ont souffert de schizophrénie et qui n'étaient pas contrôlés. Et tous les drames que ça a causé. Il y en a même un, il décrivait carrément les hallucinations. Je pense qu'il avait tué son père, je me souviens pas, là. Mais lui-même était atterré des gestes qu'il avait posés, mais il décrivait exactement ce qu'était son décrochage. Et c'est ça. Et il y avait au moins 3 dossiers comme ça. Des parents qui ont été assassinés. Et les patients sont en hallucination. Ce qui ressortait très bien du document, ils ne sont pas conscients. Ils perdent complètement le nord. Ils voient autre chose. C'était très clair. Arrête donc, t'as vu ça à TV? Oui. Ben, je vais simplement dire ceci. Ça fait 27 ans que je traite des gros cas de schizophrénie et je peux t'assurer que j'en ai amélioré un maudit paquet. Ils l'ont été. Celui qui a assassiné son père, le premier, finalement, il y a eu une médication qui avait de l'allure. Je me souviens pas des détails, ça fait quand même trop longtemps, là, mais il vit normalement. Même lui trouve ça aberrant. Aujourd'hui, il vit normalement. Il est allé jusqu'à l'assassinat de son père ou de sa mère, je me souviens plus. En tout cas, c'est ça. C'est triste, c'est des drames humains lourds. On parle à Olivier maintenant. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour. Je vous avais appelé cet été. Oui. Par rapport à une situation que je vivais. Puis face à ça, j'ai pensé, puis j'ai comme 2 questions par rapport à ça. Allez-y. C'est que je peux vous remémorer un peu ce qui s'est passé ou... Oui, allez-y, à votre façon. OK. Je vous avais dit que j'étais tombé amoureux d'une femme où je travaille. Moi, je suis comptable. Oui. Et puis, finalement, cette femme-là ne voulait rien savoir de moi. Oui, je me rappelle, ça m'a... Oui, continuez. OK, c'est ça. Et puis, suite à ça, j'ai eu des sentiments qui revenaient par rapport à toutes les autres femmes que j'ai aimées précédemment. C'est-à-dire, quel genre de sentiment? OK. C'est que lorsque je suis tombé amoureux d'une femme ou que j'avais par rapport à cette femme-là, lorsque je la voyais ou j'étais en sa présence, j'avais des vomissements, je me sentais jugé, j'avais des nausées, les mains moites, je transpirais. J'ai l'impression que cette personne-là était pour me tuer puis me juger. Et puis, c'est ça qu'on avait parlé. C'est pas l'été dernier que j'avais appelé, ou c'est beaucoup plus récemment que ça. Ça fait à peine quelque temps. C'était au mois d'août environ. Vous êtes sûr que vous n'avez pas rappelé il y a quelques mois? Non, c'est au mois d'août. Ouais, OK. Et puis, c'est ça. Puis, je vous avais dit que ça avait été la première femme qui m'avait excité sexuellement. Auparavant, c'était les sœurs de ma mère qui m'excitaient. Puis, ma question, c'était comment ma mère, ou comment ce fait-là est arrivé, comment j'ai pu, pendant tout C'est pas à vous que j'avais suggéré d'aller discuter, d'aller changer là-dessus au médecin de famille? Non. C'est pas à vous, il y a eu un cas similaire il y a à peu près un mois et demi. OK, continuez. Non. Oui? Donc, c'est ça, c'est comment que ça peut arriver, comment que, moi j'ai comme mon hypothèse que c'est peut-être ma mère, qui a, je sais pas, ça voulait pas me laisser aller voir, ça voulait me garder pour elle. Vous avez quel âge, Olivier? Moi j'ai 40 ans. Ouais. Êtes-vous fonctionnel ces temps-ci? Oui. Ça fonctionne bien? Oui. Votre vie intime, votre vie personnelle, ça a l'air de quoi? Là, je suis seul. Oui. Parce que lorsque je rencontre une femme, que je tombe amoureux, il y a toutes ces choses-là. Puis lorsque je rencontre une fille, puis que je suis pas amoureux d'elle, après un bout, ça marche. Dans votre cas, Olivier, j'aimerais ça que vous en parliez avec votre médecin de famille, puis obtenir une bonne... avoir l'occasion d'échanger comme il faut, en long et en large, sur tout ça avec un psychiatre. OK. C'est correct? Oui. Bye. Merci. Bonjour, Olivier. Bye. En raison de la perception qu'il a. Bon, OK, on va laisser. OK, non, c'est ça, pas compliquer les choses, mais c'est ça, une investigation, ça pourrait peut-être... bon. Tu sais, il y a certains cas qui méritent plus qu'un petit conseil, là. Alors, c'est pas un cas pour un conseil, tu comprends? Oui. C'est pas un cas pour témoigner de quelque chose, c'est un cas qui a besoin de se confier et possiblement, là,
d'examiner en profondeur une problématique. OK, c'est parfait. Alors, on n'ira pas plus loin. Je réitère que c'est la tribune libre. C'est vendredi. Je vais redonner les numéros de téléphone. 790-0224, 1-800-667-5241. Je donne lentement parce qu'il y en a qui disent que je le donne trop vite souvent. C'est trop rapide. Alors, c'est vos préoccupations. Il n'y a pas de thématique le vendredi. On va à la pause et puis on vous revient. Donc, tribune de vécu et non de commentaires. Bien que ça ait l'air de ça, Pierre. À la décharge des gens qui nous appellent, là, parfois quand on parle, ça allume des commentaires, c'est certain. Mais c'est pas ça qui fait l'essence de la tribune. Alors, on va à Mireille, puis c'est du vécu. Bonjour, Mireille. Bonjour. Oui, bonjour Mireille. Ça va bien? Bonjour Janine, bonjour M. Mayou. On vous écoute. Mais là, pour débuter, c'est le monsieur qui était mécontent de sa belle-mère. Moi, c'est moi qui est mécontente de mon genre. Allez, lâchez-vous. Ça m'a fait rire parce que j'avais pas l'intention d'appeler du tout, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Ça fait que moi, là, quand mon mari est décédé, il m'a dit, vous, là, si vous avez besoin d'aide, en voulant dire, arrangez-vous, là, ça ne regarde pas, il y a quelqu'un pour vous aider. Ça fait que moi, il n'y avait pas besoin de me dire ça, parce que je suis capable de m'occuper de mes choses, même si c'était difficile, mais j'aurais pas dépendu d'eux, sûrement pas. Je pense que j'ai jamais dépendu de mes enfants, et je ne vais pas le faire, je vais mourir parfaitement bien. Vous avez quel âge, Mireille? Moi, j'ai dans la soixantaine, monsieur. Dans la soixantaine, et votre fille, ce gendre-là, il a épousé votre fille? Oui, épousé. En tout cas, ils ont 4 enfants ensemble. Il fait vie commune? OK, ils vivent ensemble? Oui, ils sont liés au minimum, ils sont liés par le sang. C'est après 4, là? Ouais. Et quelle est l'attitude de votre fille envers vous? Je veux dire, c'était très bien, très, très bien avant qu'elle soit avec lui. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Je comprenais pas rien dans l'attitude de ma fille. Je comprenais rien. Elle était complètement tournée de bord. En tout cas, je veux pas élaborer trop sur ça. Ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que moi, vous m'avez énormément aidé dans ma vie. C'est vous qui m'avez mis au monde, parce que moi, j'ai lu plein de livres, je suis allée à plein de groupes, j'ai fait tout pour être bien à l'intérieur de moi. J'ai été voir des psychologues, des psychiatres. J'ai jamais pris de médicaments, ou occasionnellement, parce que je voulais pas être dans les médicaments. Je voulais trouver la source de mon problème. Et puis, c'est à vous écouter religieusement. Pas de religion, parce que j'ai pas de religion. Je crois à mon intérieur, si je fais bien ou si je fais mal. Mais simplement, c'est vous qui m'aviez au monde à vous écouter religieusement pour tout comprendre les bribes de ma grande tristesse que j'avais à l'intérieur de moi. Quand mon mari est décédé, je voulais me rentrer un poignard dans la poitrine. Pas uniquement parce que mon mari est décédé, c'est tout ce qui remontait de mon enfance. Est-ce que c'est une figure de style, c'est une façon de parler, l'histoire du poignard, ou si vous avez vraiment contemplé vous poignarder? Non, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est comme, j'avais tellement de mal à l'intérieur, c'est comme si j'avais tellement de mal, on dirait que ça prenait ça pour sortir ce mal-là. Mais par contre, j'ai jamais... Avez-vous contemplé, avez-vous pensé sérieusement mettre fin à vos jours, ou c'est une façon de parler? Je pense que ça serait plutôt... Le malaise profond que j'avais à l'intérieur de moi faisait que je disais ça. Parce que ce que j'aimerais dire, je veux pas vous couper, quand je m'en allais dans la rue, j'étais pas bien non plus. J'aurais rien fait pour me faire frapper par une auto. Mais si l'auto m'aurait frappé, je me disais, je vais être bien contente. Vous seriez pas tassé. Pardon? Vous seriez pas tassé. Je m'excuse. C'est correct. Vous n'auriez pas réagi. Non, vous seriez pas. Oui. Peut-être que j'aurais pas réagi. C'est ça. Le fond de mon intérieur, peut-être que je ne voulais pas non plus. Alors, parlez-nous de cette grande tristesse qui vous habitait. Qu'avez-vous découvert? Monsieur, c'est clair, ça provenait de l'enfance. Quand t'es tout petite dans ton petit lit, tu dis à ta mère, maman, viens m'embrasser. C'est triste une petite fille qui dit ça quand t'es dans son petit lit le soir. Qu'elle dit ça, c'est signe que dans la journée, il a manqué quelque chose, hein? Ça fait que dans mon petit lit, il disait, viens m'embrasser, puis mon père et sa grosse voix, il disait, dors. Ça fait que ça dormait. Ça dormait des cauchemars, puis des choses de mais Mireille, votre père, il avait hâte de prendre sa botte. En tout cas, je sais pas ce qu'il avait l'air, qu'est-ce qu'il voulait, lui. Voyons. Pensez-vous qu'il allait laisser la bonne femme aller embrasser les gamins? Il avait hâte de prendre sa botte. En tout cas, c'est triste. C'est parce que moi, je dis pas ça me vanter, vous dites... C'est l'histoire du Québec, ça, cher Mireille. Pierre, vous dites que ceux qui s'en sortent, ce sont des personnes qui ont un bon jugement, qui sont intelligentes, qui ont du caractère. Pas mauvais caractère, du caractère. Oui. Dieu merci, j'ai ça.
C'est pour ça que je m'en suis sortie. Alors, on va continuer sur la même foulée. Et moi, j'aimerais que vous apprivoisiez un peu votre fille. Ah? Votre fille. Prochaine étape. Oui. Qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? Qu'est-ce qu'elle dit de ce côté-là? Qu'est-ce qui arrive de ce côté-là, votre fille? Ben, disons qu'on est assez en bon terme avec elle, parce que quand c'est son anniversaire, je l'invite, tout ça, c'est correct. Les enfants m'aiment beaucoup, ils ont 4 enfants, ils m'aiment beaucoup, les enfants. OK. Et puis, c'est simplement, c'est parce que, je veux pas trop rentrer c'est simplement, c'est un homme qui était pas séparé de sa mère. Qui ça, le gendre? Oui. Oui, donc. Ben donc, Avec votre- il y avait de la jalousie quand ma fille, en tout cas, il y a plein d'affaires. J'ai tout compris, je comprends tout. OK. Bah, Alors, on est bien content. Puis oui, essayez de garder un contact raisonnable avec votre fille. Oui. Ça va. Quel âge a-t-elle, votre fille? 30 ans? Ben, elle a de la quarantaine avancée. Elle a dans la quarantaine avancée? Oui. Mhm. Puis j'ai un garçon aussi, ça va très bien avec les enfants, très très bien. Moi, vraiment, c'est un charme de mes enfants. Alors, votre gendre, on le laisse tranquille? Ben, absolument, absolument. fait que- Absolument, mais je plus- trouve ça triste pareil, d'une manière. Écoutez, ça triste. la mosaïque humaine est ce qu'elle est, hein? Surtout au Québec. Pardon? J'ai dit la mosaïque humaine est ce qu'elle est au Québec. Oui. merci beaucoup, Mireille. Très bien, très Merci. bien. Merci, j'espère que vous êtes... Est-ce que vous êtes là encore? Oui. J'espère que si la station s'est coupée avec cette station-là, j'espère qu'on va pouvoir vous retrouver ailleurs. Puis ceux qui vont vous prendre, ils n'ont rien à faire, ils ont tout à gagner. Merci, Allez, Mireille. merci. Janine et puis M. Mayou. Merci beaucoup de votre appel, Mireille. Aïe. Pierre, il nous reste combien, là? Est-ce qu'on a le temps d'amorcer? Oui, on va amorcer un appel. On parle à Normand. Bonjour, Normand. Oui, bonjour. Bonjour, M. Maillot, Mme Ross. Bonjour, Normand. Écoutez, moi, je vous appelle, en tout cas, je pourrais vous dire que je vous respecte beaucoup et tout ce qui va avec, là, tous les beaux commentaires que les gens peuvent vous dire, là, d'entrée de jeu, je voulais, au moins vous les dire, là, sans perdre mon temps à tout vous en mettre, là, mais, ce qui m'a un peu poussé à vous appeler, c'est que, bon, j'ai su que probablement que ça se terminait bientôt, alors ça m'a un petit peu aidé. Bon. Alors, ceci étant dit, je vous appelle parce que j'ai un petit bonhomme de 4 ans et demi. Oui. Et puis, je trouve je ne sais pas à quel niveau, là, après vous avoir écouté depuis quelques nombre d'années, est-ce que c'est au niveau des agissements qu'on est, est-ce que c'est son tempérament, je le trouve un petit peu insécure ou pas fonceur. Puis, si c'est sa personne, puis qu'on l'accepte de même, j'ai aucun problème avec, on va vivre avec ça, mais je me dis, est-ce que je pourrais l'aider à travers ça et de quelle façon? Parce qu'encore une fois, hein, le mode d'emploi de parents, ça vient pas avec le Oh, bébé. que non. Alors, la meilleure façon de sécuriser un très jeune enfant, c'est une bonne relation mère-enfant. Ouais. La sécurité d'un gamin passe nécessairement par un bon lien maternel avec l'enfant. Bon. D'abord et avant tout. Ouais, je lis entre les lignes. Ça va. Ça c'est une chose. Mais est-ce que c'est acquis? Est-ce que dans ce cas-là, c'est ce qui se passe? Ben oui, dans la mesure où écoutez, on se cachera pas, hein, les parents professionnels, puis un peu de garderie à travers ça, là, toute la réalité des années 2000, que je comprends très bien que c'est peut-être pas les parents idéaux, puis bon, en tout cas, écoutez, on fera pas le procès de ça, là, des fois je vous écoute, puis j'aurais envie de me dire, ah, calique, bon, ok, c'est beau, vous avez raison. Mais au-dessus de ça, moi, écoutez, je vais vous donner un exemple bien concret, là, puis pour essayer de savoir si on peut pas faire autre chose un petit peu. Je comprends l'idée de la relation mère-enfant. Y a-t-il d'autres pistes de solutions? Exemple, je l'ai inscrit à un sport, tous les autres petits garçons qui, d'après moi, ils sont pas vraiment plus avec leur mère comme telle que nous autres, là, sans vouloir, sans présumer, parce que je suis pas dans leur vie, mais je peux constater des choses. Puis, il y en a, mettons, sur une classe, exemple, de karaté, ils sont 10, lui, c'est tout le temps celui qui est plus en retrait ou ces choses-là. Il est pas fonceur. Y a-t-il des petits trucs qu'on pourrait essayer de je sais pas. À 4 ans et demi. J'essaye de mon mieux de le laisser aller à son beat ou des fois il se revient. Normand. Ouais. Si vous cessiez de jouer à la mère, ça sécuriserait votre enfant. Bon.
OK. Votre enfant n'a probablement pas de mère. Et inutile de vous dire que vous allez faire une très mauvaise nourrice. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, parce que ça pourrait être la deuxième question, Pierre. Qu'est-ce que je peux faire, là, moi, Normand, comme père, si de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment... La dernière chose à faire, c'est de vous déguiser en substitut maternel. Ouais, ça, j'essaye de pas le faire, ça, je comprends. La dernière chose. Ouais, OK. Y a-t-il une femme qui est intéressée par votre gamin, en quelque part? Ouais, on peut essayer de Oui. Une grand-maman, une tante... Comprenez-vous? J'ai bien entendu, et les auditeurs aussi. Oui! Ça ne pleut Ben, pas. Normand, Ça pleut les pas. petits bébés ont besoin de femmes. 41 Tribune Libre du vendredi, puis on va immédiatement à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour à vous deux. Bonjour, Manon. Ça va bien? On vous écoute. Oui, OK. La raison pour laquelle je vous appelle cet après-midi, j'ai un garçon de 3 ans et demi Oui. qui n'a jamais fréquenté un milieu de garderie. Actuellement, c'est ma mère qui le garde. Oui. Je restais à la maison avec lui presque jusqu'à l'âge de 2 ans. Après ça, bon, c'est ma mère qui le garde. Et là, ça fait 2 semaines, à raison de 2 jours par semaine, je l'ai inscrit dans une garderie qui est garderie et prématernelle. Oui. La question que je me pose, c'est que quand je vais l'amener le matin, c'est difficile. Même ce matin, bon, il a pleuré beaucoup. Je m'excuse, je suis nerveuse. Il a même vomi. Et je questionne sur le bienfait de tout ça. Aïe, aïe, aïe. Un adulte qui irait travailler et qui serait pris le vomissement comme ça, qu'est-ce qu'il ferait? Je pense qu'il changerait d'emploi. C'est dur, hein, Manon? Ah oui. Et pourtant, le message est clair. Non, je regrette, madame, j'ai pas envie de vous plaindre, Manon. Le message est clair. Je n'ai pas envie de vous plaindre pantoute. Quel âge avez-vous? 35 ans. À 35 ans, là, je n'ai pas envie de vous plaindre. Pourquoi? Ben, Et vous devriez réfléchir sur la différence entre la sensiblerie et la sensibilité. À votre âge, là, ça commencerait à être temps que vous utilisiez un peu votre raison. Moi, je veux bien être sensible aux émotions féminines, mais à un moment donné, l'hystérie collective au Québec va falloir en revenir. OK? Alors, il y a vous êtes responsable d'un enfant, il y a une démarche que vous essayez de faire, l'enfant ne réagit pas bien, vous prenez l'enfant et vous dites à votre mère, ben écoute-toi encore une secousse, puis on verra dans 6 mois. OK? Alors, le niaisage, la sensiblerie puis les larmes inutiles, là, ramassez-vous. Est-ce que votre mère peut continuer de le garder? C'est une chose qui est possible? oui. Oui. Bon. Et ce qui arrive, pour favoriser, compte tenu qu'il a 3 ans et demi, au lieu d'emmener l'enfant à la garderie, si on emmenait des enfants à cet enfant-là. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que cet enfant-là puisse côtoyer d'autres enfants à peu près du même âge? Ben, c'est sûr que dans mon entourage, pas vraiment. C'est tout Ben, des... trouvez-en. Alors, trouvez des occasions et vous l'emmenez. Il y a sûrement des bonnes femmes dans votre coin qui ont des gamins. Alors, Oui, trouvez pas nécessairement de quelqu'un... leur âge, là. Pardon? Pas nécessairement de son âge, ils sont un peu plus vieux, mais bon, il y a... Bon, c'est ça. Alors, arrangez-vous pour frayer avec certaines personnes qui ont 1 ou 2 enfants à peu près du même âge, là, puis graduellement, il va y prendre goût. Parce que votre appel, Manon, d'une certaine façon, Pierre, je trouve qu'il est important, son appel. Oui, c'est important, mais il est important de dire que l'espèce d'émotivité féminine outrancière, là, on va en revenir. Bon, OK. Ceci étant dit... Là, ceci étant dit, ça illustre qu'il y a des enfants de 3 ans et demi. On présume que la majorité des enfants peuvent aller à la garderie sans aucun problème. Il y en a qui ne sont pas capables de s'adapter. Tout petit comme ça illustre ça. Puis si on ne veut pas avoir des problèmes, puis rendre l'enfant très malheureux... Alors, votre émotivité inutile, je n'aime pas ça, Manon. Pas à votre âge. Tu sais, vous avez plus 8 ans, là. Faudrait que ça paraisse. Un peu de maturité, vous avez un rôle à assumer, alors vous l'assumez. Vous l'assumez avec dignité, vous l'assumez avec maturité, vous l'assumez avec sensibilité, mais pas avec sensiblerie. D'accord? C'est juste que j'étais nerveuse aussi, là. Oui, ben la nervosité, on met ça de côté, puis la sensiblerie aussi. D'accord? Bye. Merci, Manon. Alors, on va grandir parce que l'hystérie, au Québec, on cultive l'hystérie. On incite à l'hystérie. Après-midi, là, il y a un méchant chaud en quelque part, là. OK? Un méchant chaud. On aime ça, l'hystérie. C'est l'émotivité, monsieur, puis les larmes, puis les colos, puis gang de... Bon, OK. Non, Pierre, c'est parce qu'on connaît pas toute l'histoire, je sais pas.
En tout cas. On remet ça en perspective, puis on se dit l'enfant s'adapte pas. Il n'a pas cette capacité-là aujourd'hui. À 3 ans et demi, il faut qu'on en tienne compte. Est-ce qu'on C'est convient clair. qu'il n'y a jamais de place pour la sensiblerie? Mais pour la sensibilité, oui, par exemple. Alors, les larmes Hein, inutiles, ramassez-les. Mais est-ce qu'elle pourrait être sensible à son enfant aussi? Oui, Elle pourrait être sensible, elle l'est, ça se traduit, ça, dans ses C'est être en propos. contact avec les besoins de l'enfant. Et son intérêt, son évolution. C'est ça, être sensible. C'est pas verser des larmes de crocodile. Mais elle Mais l'est. c'est quoi, ça, ce genre d'adulte pleutre qui s'avachit dans ses émotions? Ramassez-vous! Bon, alors est-ce qu'on va à José? On On veut un peuple fort ou on veut une gang de mitaines? Décidez-vous. Si vous voulez d'une gang d'hystériques, pas de problème. On va cultiver l'hystérie. Non. Et je vais vous dire comment cultiver le comportement Est-ce qu'on hystérique. peut aussi cultiver des solutions? On peut cultiver ça aussi tout en restant sensible. C'est ça. C'est ça. Alors, vous analysez, vous détectez un problème. OK, il y a un problème. Vous observez un problème. Quelles sont les solutions possibles maintenant? Ah, il y en a deux. Vous dites, OK, c'est un mal, ça ne lui convient pas. Puis on essaie, pour la socialisation, 3 ans, 3 ans et demi, on essaie tranquillement, au rythme du gamin, d'introduire d'autres enfants. Ça va jusque-là? Oui, c'est ça, trouver des solutions. Des larmes? Est-ce que... Hey, c'est terrible! Mais non. Un problème, solution. C'est comme ça que réagit un adulte. Les adultes sont confrontés régulièrement à des problèmes qu'ils vont devoir solutionner. C'est ça l'éducation des enfants. Les préparer à cette avenue-là. Pierre, quelqu'un qui a l'alarme facile, des gens qui ont l'alarme facile. Ramassez-les les maudites Non, larmes. On peut leur attends, dire, hey, l'émotivité excessive de bonne femme, là, time out. Ce qui ne veut pas dire que la personne n'est pas capable de se ressaisir et de prendre des décisions puis d'analyser par la suite. Il y a des décharges émotives à un moment donné. J'ai le regret de t'informer, ma 30 chère. secondes, là, 30 secondes. J'ai le regret de t'informer, ma chère, Oui. que émotion et raison, dans certaines circonstances, ne font pas bon ménage. Je suis d'accord avec vous, Pierre. Alors, ramasse-les mais tes larmes quand c'est pas le temps. Correct? on va les éponger et on continue. L'émotivité, là, excessive. Bon, excessive, vous le dites, là, excessive. À un moment donné, c'est une émotion. Je c'est suis poli. Hein? L'émotivité immature de gamine, là, s'il vous plaît, un peu de respect avec vous-même. OK, alors on va à José. Bonjour, José. Vous deux? Oui. Oui, José? Oui, m'entendez-vous? Oui, je suis correct, là. Parfait. Bonjour. Moi, j'appelle, je suis très nerveuse, excusez-moi. J'appelle parce que j'ai écouté l'émission il y a 2 jours sur la drogue. Et puis, moi, je ne consomme pas, mais j'ai un enfant de 2 ans, et puis c'est le père qui consomme de la marijuana tous les jours. Oui. Et puis, je me demandais si les répercussions étaient aussi grandes que quand c'était la mère qui consomme. Pas du tout. Non? Ça ne se compare pas. Ah, bon. C'est la Non, mais surtout la drogue pendant la grossesse, c'est épouvantable. OK. Bon, donc, il y en a-tu quand même? Cocaïne, cannabis pendant la grossesse, là, je vous dis que non, moi, je commence à avoir des enfants, je commence à avoir des enfants depuis quelque temps, là, qui sont poqués sur le plan neurologique à cause de ça. Les parents vous le disent? Les parents l'avouent? Non, la mère. Ouais. Pas les parents, la mère. Celle qui portait l'enfant l'avoue que durant la grossesse. Ben oui, elle m'amène un enfant tout poqué sur le plan neurologique, je la regarde. Madame, est-ce que vous êtes droguée pendant la grossesse? Puis là, elle baisse la tête, les grosses larmes aux yeux, elle dit oui, bien. Hey, vous récoltez ce que vous avez semé. Bon, alors, José, de ce point de vue-là, ça vous rassure? Oui, ça me rassure beaucoup parce que je pense avoir un autre enfant, et puis, tu sais... Avec le même père? Oui, avec le même père, oui. Ben oui, José. Écoutez, les femmes au Québec, ils n'ont pas de problème à s'accoupler avec des hommes de rien. Et puis on dirait que les hommes de rien sont plus populaires pour l'accouplement que les hommes qui ont de l'allure. Mais ce qui est étonnant, José, c'est que vous vous inquiétez du fait qu'il ait une consommation, on va dire ça de même, là, parce qu'on parle comme ça dans les journaux quotidiennes de marijuana. Vous vous inquiétez, puis vous voulez faire un autre enfant avec lui. Pourquoi? Pourquoi l'inquiétude? Non, sa fille, Janine, pas elle. Hein? Non, José, vous avez quel âge, vous? 25 ans. Pardon? 25 ans. C'est ça, c'est elle, Pierre. Ah, c'est vous? C'est votre petit garçon qui a 2 ans. C'est ma fille qui a 2 ans. C'est votre fille qui a 2 ans, OK. Oui. Votre fille a 2 ans. Ah, vous avez pris... Janine avait raison, c'est moi qui ai mêlé. Bon.
Alors là, vous avez 25 ans? Oui. Et puis, non, je croyais que c'est votre fille qui avait un bébé de 2 ans. Non. Alors, vous avez un bébé de 2 ans avec un drogué. Oui. Et là, vous voulez en faire d'autres. Oui. Ben non, faisant une demi-douzaine, ta cahière. Va de la galère. C'est sûr que vu comme ça... Vu comme ça. Mais non, mais ça vous inquiète, Josée, c'est ça que je trouve étonnant de votre appel. Ça t'étonne, Janine, ça t'étonne. Elle est inquiète. Oh, elle est vraiment inquiète. Elle est tellement inquiète qu'elle va faire 3-4 gamins avec un drogué. Ah, ça, là, moi, j'appelle ça... José, expliquez-nous, là. Expliquez à Janine, là, que vous n'êtes pas inquiète, pas de maudite miette. En autant que le bébé n'est pas infirme, vous faire des bébés avec cet homme-là, il n'y a aucun problème là, n'est-ce pas? Ben, écoutez... Je l'aime. Je sais pas quoi dire. Oui, mais vous l'aimez. Il est adorable, c'est un adorable mitaine, ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout, non, je dirais même que ça paraît même pas, moi. Ben oui, il est très viril, hein. C'est un homme masculin, viril, forte personnalité. Tout le kit, il se drogue à tous les soirs. N'est-ce pas, José? Parlez-nous de lui, là. Ben, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon Dieu, oui, il y a une forte personnalité. Et disons que je dirais même que ça agit comme calmant. Disons qu'il est neutre, là, tu sais. Il y a pas... non, il bouge énormément. Disons que s'il prendrait pas ça, je me demande... ben oui. Ben, vois-tu, Janine? Bon. C'est thérapeutique dans son cas. C'est un médicament. Parce qu'il bouge tellement, s'il prenait pas ça, écoute, il voudrait se mettre à tous les Est-ce que soirs. ça vous alarmerait davantage, José, si c'était de l'alcool tous les jours? Probablement, oui. Ça vous dérangerait plus? Oui, mais avec quoi qu'il se calmerait, là? Il bouge tellement, José. Dans son agitation, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, José? Il est dans la construction. Ouais. Il construit, puis il prend son pote à tous les soirs. Oui. Ouais, pendant combien de temps il va continuer à bouger encore comme ça, s'il continue à poter tous les soirs? Là, ça... Mais il sera toujours temps de le domper, n'est-ce pas, José, quand les gamins seront faits? Est-ce qu'il est viril un peu? Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Oui. Très, très viril, là. Il y a aucun doute là-dessus. Ah oui, il a envie de se mettre souvent, puis ça lui nuit pas, ça, le pote? Non, ce côté-là, du tout. Ouais. Puis quand il en prend pas, l'avez-vous déjà connu avec moins de drogue? Si vous l'avez connu comme ça, puis je l'ai connu comme ça. Vous l'avez connu comme ça, puis vous l'aimez comme ça, n'est-ce pas? Oui. Puis vous l'aimez beaucoup, hein? Oui, je l'aime. Je le savais. Je savais que vous l'aimez beaucoup. Donc, ben oui, faites des bébés en masse. Allez, vogue la galère, José. Amusez-vous bien. Merci. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Écoute, elle l'aime, Janine, elle l'aime. Elle l'aime, des bouches. Ouais. Écoute, s'il prenait pas son pote à tous les soirs, qu'est-ce qu'on ferait avec son agitation? C'est drôle parce que ça laisse une impression. Il y a inquiétude en dessous, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas aller voir. Non. C'était juste pour savoir si le cannabis peut altérer l'embryogenèse, tu sais, chez l'homme. Maintenant, ils se sont aperçus à un moment donné que chez les alcooliques, les spermatozoïdes étaient un peu moins bons. Il pouvait y avoir peut-être des petites transformations là au niveau des gènes, des petites mutations génétiques. Par déduction, tu peux dire, bon, tant qu'il n'y aura pas de grandes études, il y a un doute. T'as un doute, là, Pierre. Il va faire peur au monde, évidemment, s'il commence à parler de petites mutations génétiques possibles dans les spermatozoïdes. Mais Pierre, à cause du cannabinol, Mayou fait peur au monde. Un autre gros document cette semaine. Oui. OK? Oui, il y a des études. C'est en France, en Angleterre, en tout cas. C'était une émission sur la science. Et il montrait le cerveau d'une personne qui ne consomme pas d'alcool et puis ils ont fait un lien avec la cigarette. On parlait de cigarettes qui pouvaient lutter contre l'Alzheimer à une certaine époque, là, il n'y a pas très longtemps, on disait que ça pouvait prévenir l'Alzheimer. Aujourd'hui, on arrive à des découvertes récentes sur le cerveau. La cigarette serait un précurseur de l'Alzheimer. Dans bien des cas. Oui, mais Janine... Pierre, c'était clair, noir sur blanc, dans le document. En introduisant des bémols, dépendamment si c'est un cerveau mature ou en processus de croissance. Il y a une différence, là. Peut-être, mais il parlait de l'hippocampe, Pierre, qui générait des neurones neufs. Et la production de neurones neufs, je vous dis ça bien vulgairement, était réduite de 50% chez un fumeur, quel que soit l'âge.
C'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une régénération de ton cerveau qui se fait à 50% au lieu de 100%. Oui. Aïe, aïe, c'est ce que je retiens, là. Oui, ah, ça se peut très bien. C'est intéressant comme développement. Autre Il y a affaire, des belles, oui. très récente, c'est l'alcool. D'après les études, c'est plusieurs grands laboratoires français, puis ils ont mis ça sur table, puis je pense qu'il y avait même plusieurs pays, là. Ils montrent l'IMR, c'est quoi, l'imagerie mentale? La résonance linguistique, exactement. Oui. Un cerveau de quelqu'un qui prend de l'alcool, il est réduit, il est comme ratatiné, excusez, là, puis ça fait comme une dentelle, alors que le cerveau, il y a des dommages cérébraux importants. Bon. Délaissons les grandes connaissances scientifiques et demandons-nous ceci. Janine Ross, as-tu déjà vu, toi, un alcoolique qui est absolument génial? Je suis pas un échantillonnage assez large, Pierre, pour savoir. À l'âge que tu en as côtoyé pas mal de monde. J'ai pas connu quelqu'un en état de déchéance en raison de l'alcool. Attends un petit peu là. Les hommes gros buveurs, OK? Les hommes gros buveurs, t'ont-ils impressionné par le côté génial de leur réflexion à date? En as-tu déjà rencontré un qui est un gros buveur, là, un petit alcoolique gros buveur, et qui est absolument génial dans ses réflexions? Alors, ma réponse, si tu as de la difficulté à en trouver, j'ai une image qui me vient, là. Non. Je n'ai jamais vu un seul individu que je considérais absolument génial qui est un alcoolique. Alors, ils sont tous diminués. Il y a des dommages évidents au cerveau. J'en revenais pas, Pierre. C'est vraiment, ce sont des données très récentes. Dans le cas de José. Alors, vous dites marijuana, peut-être qu'il y a une incidence, si l'alcool en a une sur les spermatozoïdes, possible que, même chez le père, ou pourquoi pas. Alors, les poteux, là, les hommes poteux, vous pouvez possiblement induire certains petits difficultés un peu particulières, possiblement même des mutations à l'intérieur de vos gènes contenus dans vos spermatozoïdes qui vont aller s'accoupler avec la petite ovule de votre partenaire. Et je pense qu'on pourrait soupçonner ça, sans trop, tu sais, se tromper. Mais c'est moins clair, c'est moins évident, c'est moins prouvé scientifiquement que quand c'est la femme qui, elle, porte dans son ventre le bébé. Oui, les dommages sont directs. À ce moment-là, lorsque c'est la femme qui pote, qui se drogue, et qui est enceinte, c'est le développement du fœtus, là, et des organes fétals qui sont altérés, comprends-tu? Sur lesquels ça peut jouer. Tandis que chez l'homme, ça ne sera pas à ce niveau-là. Ça va être au niveau de la transmutation, lorsque le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, puis ça va commencer à se diviser, là. Peut-être quelques petites déformations cachées, là. C'est pas difficile. Tu sais, tu dis, c'est très, très possible. Puisque ça altère le cerveau au point de diminuer son volume, puis comprends-tu, si au niveau des spermatozoïdes, il n'y a pas d'impact, on serait presque étonné, là. Je lève mon drogué. Ça, j'ai pris de la misère. La prédisposition, la tendance, l'attrait des femmes, de beaucoup de femmes québécoises vers les drogués, les hommes, les sans-allure, les irresponsables, ça m'a toujours fasciné depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Bon, quelqu'un qui est fasciné, puis ça, on va revenir à une discussion qu'on a eue cette semaine, Pierre, une femme qui est fascinée par des hommes comme ça, des hommes, tu sais, des hommes violents, on avait une discussion cette semaine, il y avait les filles étaient énervées, excitées, parce que le gars avait donné une volée à un autre gars, puis c'était gratuit, c'était même pas pour se défendre, là, tu sais, on se comprenait pas. Si ces femmes-là, ces jeunes filles-là ont été élevées dans des milieux violents, Pierre, où il y avait de l'alcoolisme, où il y avait de la consommation de drogue, c'était normal, c'est leur schéma de référence, non? Non. Est-ce que ça peut s'expliquer comme ça? Non, pas du tout. Là, on parle d'excitation sexuelle, on parle d'attrait physique. Mais si c'est ça qu'on connu dans ton enfant... Non, on parle d'attrait sexuel, voyons. On parle de réaction d'excitation sexuelle. Là. Bon, d'un milieu où tu n'as jamais vu ça. Non, change de tal, là, on n'est pas dans le même... Non, habituellement, c'est inhibant. Alors, les filles, ils vont être attirées inconsciemment, oui, mais elles ne jouissent pas ou très peu. Ah non, un instant, là. Alors, voilà ce que la problématique ou la caractéristique québécoise que j'ai maintes fois, des centaines de fois observée, pour ne pas dire des milliers de fois, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, que je suis assez vieux pour regarder autour de moi et puis voir un peu la différence entre les personnes, là. Je sais tout ça à peu près autour de 16-17 ans. Le pourcentage de femmes attirées vers les sans-allure. Et attirées sexuellement, là. Puis qui vont avoir hâte de se mettre avec des sans-allure. Je n'en reviens simplement pas. D'où ça émane? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'on en ferait une émission là-dessus? Bon, il faut que je passe à la pause. J'ai la pression, ça sent 790-0224, 1-800-667-52-41. Bon,
Pierre, on va revenir sur l'histoire de la Marie, là, puis l'alcool tantôt. Mais on va en parler à Jean-François tout de suite, parce qu'il m'est revenu des données là, du documentaire que j'ai vu cette semaine. Oui. J'aimerais ça le confronter avec vous, cet aspect-là. Alors, Jean-François, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Jean-François? Bon, non. Bon, c'est un cellulaire. Ah ah. Est-ce qu'on a un autre appel? Non. Bon, alors Pierre, on va régler notre affaire tout de suite. Oui. Le documentaire. Oui. Bon, il y avait des scientifiques qui étaient là puis qui disaient qu'ils avaient été étonnés. Ils ont des nouvelles manières d'investiguer, des nouvelles méthodes d'investiguer, les échanges cérébraux. Et l'alcool, pour eux, est la drogue. Et ils disaient ça. C'est la drogue la plus dangereuse légalisée. OK? La drogue la plus dangereuse parce que elle atteint en l'espace de quelques secondes. Tu prends un verre et en quelques secondes, c'est rendu au cerveau et c'est rendu à l'intérieur des cellules cérébrales. Il y a pas, c'est-à-dire que ça franchit les parois des cellules comme une balle. Et probablement que le pot ne fait même pas ça. Alors, eux disaient, ils étaient vraiment là comme étonnés des résultats, puis c'est à travers le monde, ce qu'ils ont ramassé comme information, la perméabilité du cerveau à l'alcool et les dommages qui s'en suivent. Fait que certains vont dire, c'est peut-être plus dommageable l'alcool que de prendre du pot, tous les jours, au niveau de la physiologie. C'est-à-dire, attendez un petit peu là. Lorsque vient le temps d'abuser, lorsqu'on parle d'abus, ça va tout être défini par les nouvelles méthodes d'investigation. Je suis d'accord avec toi, Janine. Ça, on peut en parler. Entre autres, par le PET scan. Le PET scan, contrairement aux radiographies, nous donne une image physiologique, une image du fonctionnement, et non pas de l'anatomie, des structures anatomiques. OK, le fonctionnement. Donc, tu verrais circuler un liquide. C'est ça? Non, ben, on voit, on donne du glucose, du sucre marqué par un élément radioactif, et avec la machine, on suit son déplacement dans le cerveau. On voit dans quelle zone il va se loger. Alors, ça nous... Et selon... Parce que quand tu as une zone qui travaille dans le cerveau, elle prend de l'oxygène dans le sang, puis elle prend du sucre. Le sucre, c'est le carburant. Oui. Et l'oxygène. Comprends-tu? Oui. Ça fonctionne à ça, les cellules du cerveau. Alors, le cerveau, c'est de la graisse qui fonctionne au sucre et à l'oxygène. Ils peuvent voir. Alors, on voit une image, on voit les zones qui s'activent dépendamment de ce qui se passe. Alors, il s'agit de donner, on peut faire boire de l'alcool, puis on prend une image avant, puis on prend une image après, et là, on voit le fonctionnement en comment ça altère. Ça commence à être beaucoup plus intéressant. C'est ça qu'ils ont vu. Puis, pas beaucoup, une petite consommation, c'est ça qui les a renversés. Un verre, assimilé comme une balle. Maintenant, est-ce qu'ils ont comparé l'effet... sur le cerveau de l'alcool avec l'effet sur le cerveau de l'attivant? Non. Bon. Non. Parce que là, je t'annonce que l'attivant fait à peu près le même effet sur le cerveau. L'attivant, toute la famille des benzodiazépines. Alors, le Rivotril, l'attivant, si tu le prends sous la langue, ça fait effet quasi instantanément, aussi vite que de la cocaïne. Bon, alors il y aura certainement des études. Alors, il va y avoir, Janine, je t'annonce que dans les 4 prochaines années, il va y avoir des données extraordinaires qui vont sortir sur la connaissance intime du fonctionnement du cerveau. Oui, passionnant. Alors là, à venir jusqu'à date, c'était toujours des images anatomiques. Il y a une tumeur, il n'y en a pas. Il y a une métastase, il n'y en a pas. Il y a de l'Alzheimer, il y a de l'atrophie ou il n'y en a pas. Ça rapetisse ou ça grossit. Comprends-tu? Oui. Tandis que là, c'est plus que ça. Là, on va avoir des images du fonctionnement, graduellement. Et c'est absolument passionnant. Alors, on va à René. Bonjour, René. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour, René. On vous écoute. Oui. Moi, je voulais juste parler un petit peu des tics nerveux. Oui. Moi, depuis aussi jeune que je puisse le savoir, à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à avoir des tics nerveux. Oui. Et je pensais qu'au fil des années, c'est quelque chose qui pourrait partir, mais je suis rendu aujourd'hui à 47 ans. Et c'est toujours présent, ces tics nerveux-là. Puis j'essaie, je me conditionne, je veux essayer de pas les faire, mais on dirait que ça passe jamais. Et tu un jour, un stade où ça va diminuer, où ça peut partir? Vous savez, René, lorsque j'aurai reconquis mon titre de psychiatre, vous auriez avantage à me rappeler. OK. Parce que je vais avoir il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer, là. Et j'ai essayé certains produits, jadis naguère, quand j'avais le droit de pratiquer. Comprenez-vous? Mais là, compte tenu que je suis plus médecin, je me verrais vraiment dans l'embarras de parler de ces produits-là. OK. Bon? Parce qu'on attend, mes ennemis n'attendent que ça pour me coller une accusation de pratique illégale de médecine. Mais
concernant votre problématique, j'y suis très sensible. C'est une problématique qui m'intéresse beaucoup parce que j'en ai vu. J'ai essayé des nouveaux traitements. Et, quand je vous le dis, surveillez ça, là, parce que ça va devoir arriver. Écoute, ça fait 6 semaines. Ça a fait 6 semaines hier que je suis radié. Alors que les cas d'inconduite sexuelle récentes ont été radiés 4 semaines. Et moi, j'ai rien fait, puis je suis rendu à 6. Alors, à un moment donné, ils vont peut-être être gênés un petit brin. Comprenez-vous, René? C'est incompréhensible. Oui. Allez. Alors, mettez ça sur la glace. Mettez ça sur la glace. Et puis, rappelez-nous là-dessus. Quand j'aurai mon vrai titre de docteur. OK? Merci beaucoup. Ben, bonjour, René. Oui, parce que c'est intéressant, ça. Mais en attendant, Pierre, les gens peuvent demander, s'adresser à leur pharmacien. Non, Janine. Hein? J'ai fait la suggestion que j'ai faite. Oui. Parce que, à nouveau, je suis à l'avant-garde. J'étais à l'avant-garde lorsque j'ai essayé des nouveaux produits pour ça. Tu me suis? Oui. Je suis dans les gros cas de schizophrénie et dans les cas de tics sévères. Je suis avant-gardiste. Bon, alors ce serait pas dans le protocole. Les pharmaciens, eux, vont selon les protocoles établis pendant la Non, les pharmaciens, écoute, Janine, bon, je vais t'expliquer. Quand j'ai commencé à étudier ce produit-là, le pharmacien n'en connaissait même pas l'existence. Tu me suis? OK. Quand je te dis un pionnier, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Quand tous les pharmaciens vont être au courant, là, je ne serai plus un pionnier. Tu me suis? Ça va commencer à avoir fait du chemin. Oui. Correct. Oui. Alors, même si j'en parle à son pharmacien, le pharmacien va la regarder. Puis... Mais non, un pharmacien, ça vend des pilules. Donc, vous avez fait des tests. Je suis allé à des conférences, puis je me tiens au fait des nouvelles tendances, des nouveaux produits, etc., que les pharmaciens connaissent même pas. Ouais. Mais le public, là, quand vous dites que vous allez à des formations, c'est qu'il y a des études. Quand tu commences à en parler dans les formations... Non. Le public peut pas avoir accès à ces informations-là. Non, il n'y a pas d'études. Janine, regarde. C'est un échange entre professionnels? Non, je vais t'expliquer comment ça marche. À un moment donné, il y a quelqu'un qui découvre un produit. Correct? Il l'essaye sur les rats. Puis là, il dit, comme ça a bien marché chez les rats, de temps en temps chez les singes, là, on va passer à l'humain. Et là, on l'essaie chez l'humain. Oui. Comprends-tu? Oui. Mais ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans avant qu'on puisse recueillir des cohortes puis organiser des études scientifiques sur ce qui se passe chez les humains. Sur le résultat obtenu. Puis à partir de ça, quand ça fait 10 ans d'expérimentation sur l'humain, là, tu peux te permettre peut-être d'augmenter un peu les doses, ou beaucoup, ou... C'est ça? C'est graduellement, oui. Il faut bien comprendre que la plupart des produits pharmaceutiques, les sujets expérimentaux, c'est l'humain. Tu sais, à un moment donné, là, faut que tu laisses le rat tranquille, puis le singe, puis il faut que tu l'essayes chez l'humain. Bon. OK, alors on va faire notre pause. Je redonne le numéro de téléphone. Souvenez-vous de la thalidomide. Thalidomide, il l'avait essayé chez les rats, chez les singes. À un moment donné, ils l'ont essayé chez l'humain. Là, ils se sont ramassés avec toute une série de petits bras, de petites jambes. Ouais. Des déformations. Bon, ben là, ils ont dit, OK, on arrête tout. La thalidomide cause des déformations, une absence de croissance des membres. Oui. C'est comme ça. C'était pour les maux de cœur des mères qui étaient enceintes. Exactement. C'est au point de départ. Exactement. C'était très efficace pour soulager les nausées, mais ça donnait des bébés infirmes. C'était grave. Ça a été grave. Ça a pris du temps avant qu'ils allument, par contre, que c'était ça l'élément. C'est ça qui est étonnant. C'est ça. Ouais. T'as raison. Ça prend du temps d'essai sur l'humain. Mais sur les femmes enceintes, j'ai l'impression qu'on fait des expérimentations pas mal moindres maintenant. Ça, c'était assez cowboy. OK, alors 790-0224, 1-800-667-5241, tribune libre du vendredi, vos préoccupations, vous êtes en émotion, pourquoi? C'est la tribune pour le faire. Alors, on accueille Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Oui, bonjour, Jean. Oui, moi, j'ai eu un accident en 1971. Et vous avez eu quoi? J'ai manqué le mot. Un accident d'automobile. Oui, qui a consisté à... Ben, je marchais dans la rue, et puis un Français de France qui m'a rentré dedans, happé. Oui. Puis, j'ai été 2 mois dans le coma. Oui. Et puis ensuite, à 14 ans, là, j'ai eu des problèmes, là, je pouvais pas dormir. Ouais. Alors, on m'a prescrit du Rivotril, qui était à l'époque inconnu. Donc, on m'en prescrivait pas. OK, attendez un peu. Votre prescription de Rivotril, c'était en quelle année?
parce que le Rivotril, c'était à 15 ans. Oui, on était à quelle année, là, à 15 ans? Là, ça fait 71 plus 14. C'est ça? 85. En 85, oui. Vous êtes en plein dans l'avènement, dans l'explosion du Rivotril au Québec. C'est pour ça que je vous le demandais avant de le dire, parce que parfois les auditeurs nous comptent des petits bateaux. Est-ce que ce soit mis après ça tour de bras? Vous auriez mon dossier, que ça serait correct. Et c'était miraculeux. Le Rivotril, lorsqu'il est sorti, c'est le plus puissant anxiolytique qui a jamais été mis sur le marché. En tout cas? Ça vous gèle, là. Tous ceux qui sont anxieux, ils prennent du Rivotril, là. C'est magique. Oui, je suis d'accord avec ça. Pardon. Ah, je comprends. Okay. Mais il y a l'affaire, il t'a de maudit accoutumant. Oui. C'est pire que de prescrire de la cocaïne. Oui. Le Rivotril, là, est nettement plus assujettissant ou plus droguant que la cocaïne. Mais c'est quoi c'est pourquoi vous commencez avec l'aldol? Pardon? Vous commencez avec l'aldol. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? H-A-L-D-O-L. Oui, mais non, mais pourquoi je commence avec l'aldol? J'ai pas. Vous me dites ça, là, expliquez-vous, parce que je comprends pas votre patente. C'est parce que quand j'ai commencé en psychiatrie, oui, j'étais comme, pas paralysé, mais j'étais inconscient de mes actes. Oui. OK, parce que je cherchais à faire de l'amitié et, tu sais. Oui, j'étais désinhibé, puis... non, je pouvais pas. C'est quoi désinhibé? En tout cas. Je suis pas violeur d'enfant, moi, là. Non, bon, vous étiez un peu mêlé. Exactement. Pour ça, je suis rentré en psychiatrie. Voilà. Oui. OK. On va le mettre comme ça. Là, on m'a battu, on m'a injecté de l'aldol, et puis du Largatil. Oui. Et puis là, c'est pas ma faute, là, mais je suis devenu super et hyper agressif. Oui. Alors là, je me débattais, là. C'est effrayant, là. Eux autres, ils n'en croyaient pas, là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il fallait que je me sorte du trou. Alors, je me suis calmé. Ça a pris 4 ans. À 18 ans, après des tonnes de médication, j'ai réussi à sortir. D'accord? Mais là, je suis toujours pris avec des médicaments. Oui. OK. La médication m'aidait. D'accord? Maintenant, la médication ne m'aide plus. Parce que le trou que j'avais sur le crâne, il s'est réparé de lui-même. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne encore des médicaments? Monsieur Jean. Oui. Votre problématique est extrêmement intéressante. Et il me fascine depuis toujours. Ça aussi, c'est un domaine de pointe dans ma pratique. C'était un domaine de pointe jusqu'au 23 janvier 2007. Contrairement à beaucoup de mes confrères qui veulent rien savoir des traumatisés crâniens, sans trop m'en rendre compte, j'en ai fait presque une surspécialisation. Vous n'avez pas sursauté, non? Pardon? Vous n'avez pas sursauté? Ben non, j'ai pas sursauté, puis j'ai défendu beaucoup de traumatisés crâniens devant les tribunaux administratifs. C'est une partie de l'histoire de ma vie. J'en ai défendu des dossiers devant la SAC, puis Ça s'est amélioré dans le cas de Jean, c'est ce qu'on comprend. Oui, mais est-ce que vous pourriez me régler ce problème-là? Non, pas dans les circonstances actuelles, mon cher Jean. Je comprends. Vous comprenez? Mais c'est une problématique. Si je récupère mon droit de pratique, comme je vais vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était lequel? C'était Jean-François? Oui, Jean-François. Ou René. Ou René. Oui. Ah oui, de René. Oui. Et rappeler, puis ça va me faire grand plaisir parce que il y a énormément d'individus qui ont été traumatisés cérébraux dans des accidents d'auto, allant du carambolage au simple whiplash, lorsque vous faites rentrer dans le derrière à un stop ou à une lumière rouge. Alors, des dommages au cerveau. Ça occasionne des dommages au cerveau et tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de discuter avec le médecin qui était en charge du groupe de médecins à la SAC.
dans les années 80. Okay. Et je lui avais gentiment brossé la canisse à telle enseigne que il y avait, ça a eu un effet, il y a eu une sensibilisation graduelle au niveau de la SAC. Parce que la SAC, pendant des années, ne reconnaissait pas les traumatismes, les syndromes post-commotionnels, les commotions cérébrales chroniques. Parce que ça paraît pas. Mais non, ça paraissait pas. C'est pas évident, là. Et il y avait des tweets, neurologues et psychiatres qui agissaient comme experts pour eux et qui flushaient systématiquement tous ceux qui se plaignaient de syndromes post-commotionnels. Vous, Jean, est-ce que vous avez été bien suivi quand même? Moi, jusqu'à maintenant? J'ai été très bien suivi, sauf que présentement, vous savez, Jean, rappelez, ce que je fais, moi. Oui. Encore ce matin, je recevais un fax d'un patient que j'ai accompagné depuis 4 ans, qui est maintenant sans médecin, m'a envoyé un fax pour me signaler son cas. Et c'est un accident de commotion cérébrale subi lors d'un accident de moto. Bonne chance, Jean. Oui. Oui, alors on reprend l'émission. Le Tribune Libre du vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Madame Ross de Monsieur Dr. Mayou. Oui. Je vous appelle parce que moi, dans mon cas, on m'a diagnostiqué borderline. Et puis, en fait, là, je me reconnais vraiment dans les symptômes parce que je suis allée me chercher un livre à la Bibliothèque nationale. Ça fait une dizaine d'années qu'on me dit ça. Auparavant, j'étais traitée pour les troubles obsessifs compulsifs. Et puis, j'ai fait une psychose, là, comme m'avait dit la psychiatre à l'époque. Dans ce sens où je sortais plus de chez moi parce que je pensais que les gens lisaient dans mes pensées. Ben oui. Ils disaient, parce que j'étais au chômage, et puis je pensais que les gens disaient que j'étais une bonne à rien, puis que... Bon, ça, c'était il y a vraiment longtemps. Donc là, elle me prescrivait du anafranil. Mais par la suite, j'ai pris du Prozac. Et puis, on me prescrit aussi du Rivotril pour me calmer. Puis, je peux pas m'empêcher d'en prendre parce que vraiment, ça me calme. Je suis dans des moods, là, où je suis comme... ma mère me disait quand j'étais jeune, là, tu t'endures pas toi-même. Donc, j'aimerais savoir au niveau de la pharmacologie, là. Est-ce que je pourrais me sevrer, là, moi, au Rivotril, puis boire, je sais pas, moi, de la tisane? Est-ce que vous écoutez l'émission? J'écoute régulièrement votre émission en off. Ça fait combien de temps que je suis radié? Ça fait quelque temps. Je sais que vous pouvez pas... Ben, vous pourriez peut-être me dire... J'espère peut-être que vous pourriez me dire... que la médication, quelles sont les différentes médications qu'on offre au borderline? Parce que moi, on m'a... Mais madame, vous savez, vous seriez une envoyée de Mario Deschênes, puis on pourrait pas faire mieux. Non, pas du tout. C'est tellement élémentaire. Non, je l'ai dit, je l'ai répété. C'est incroyable. Puis vous prétendez que vous écoutez l'émission? Si vous écoutez l'émission, vous écoutez pas. J'ai le regret de vous informer que si vous écoutez vraiment l'émission, vous n'écoutez rien. Pierre ne peut pas donner d'informations actuellement. C'est ça, Nathalie. Puis vous prétendez que vous écoutez. Ben, écoutez, non, peut-être que j'ai des problèmes à bien écouter. Je sais que vous êtes radié, mais moi, je vous aime beaucoup. Oui. Puis, vous faites ma présence, là, parce que moi, j'ai... Parce que là, si je répondais à votre demande, c'est que non seulement je serais radié provisoirement, pour une période indéterminée, mais là, je suis dans le trouble avec une accusation pénale. OK, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me... Hey, là, vous me feriez disparaître non seulement des ondes, mais... Non, je veux pas. Non, mais écoutez, c'est tellement facile à comprendre. Mes adversaires n'attendent que ça. Et je le dis calmement, je le répète. Il me semble de l'avoir dit clairement. OK, moi, je veux pas vous mettre dans le trouble. Nathalie, est-ce que vous avez un médecin actuellement qui vous suit? Bien sûr que je suis suivie par les
psychiatre depuis des années. Oui. Mais j'ai l'impression que ça ne donne rien parce que moi, je relis mon journal. Mais vous êtes suivi par des grands psychiatres. Vous ne reconnaissez pas la grandeur et la compétence de ceux qui se sont penchés sur votre cas. Parce que la question que vous posez à Pierre, vous pourriez la poser si vous aviez une bonne confiance en votre médecin ou votre psychiatre. Lui poser aussi simplement que vous l'avez fait. Est-ce qu'il vous écouterait? Parce que j'en doute. Parce que je vais sur Internet et ils disent borderline, un défi clinique. Je prends un livre à la bibliothèque. Ah, c'est très difficile à traiter. Ben finalement, puis supposément qu'après 40 ans, c'est supposé diminuer. Moi, dans mon cas, ça ne diminue pas. Ça ne diminue pas. Pierre, qui est la spécialiste? Il y a une psychiatre, un hôpital au nord de Montréal qui s'occupe expressément des borderline. Elle est excellente. Janine, oui. Je suis sans connaissance tout d'un coup. Pas perdre de connaissance, là, mais j'ai toutes perdu les connaissances acquises tout d'un coup. Oui, c'est ça. OK, même ça. Bon, qu'est-ce que c'était cet hôpital? Allez, bye madame. Une petite recherche. Rappelez je répondrai avec grand plaisir à plusieurs de vos interrogations lorsque j'aurai reconquis le sommet de l'Everest. Bonne chance, Nathalie. Vous allez répondre par la bouche de vos canons, Pierre Mailloux? Non, je répondrai. Non. Moi, j'attendais par la bouche de mes canons. Non. À l'occasion, il m'arrive de me déguiser en Frontenac, mais pas sur ces points-là. Jamais sur ces thèmes-là. Jamais. Et t'en es témoin, d'ailleurs. Pierre, vous êtes tellement imprévisible. Entre vous et moi. Tellement. On est sur le ton de la confidence cet après-midi. Pas. Suis-je imprévisible? Dans un certain pourcentage, qui reste à déterminer, je dirais oui. Sur certains sujets. Hey, on est assez vague, là? Alors, on poursuit avec Thérèse. Bonjour, Madame Thérèse. Oui, bonjour. Attendez un petit peu, juste un petit courriel avant qu'on aille à Thérèse. Un courrieliste. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre lutte contre la drogue, mais votre combat est perdu d'avance à cause de l'effondrement économique, politique et social de notre société. Vous avez raison. Les Québécois aiment les drogués. Pourquoi? Parce que ce sont des losers, et nous sommes dans une culture de losers. Et de plus en plus de Québécoises vont épouser des losers parce que ces derniers sont majoritaires au Québec. Question d'arithmétique. À moins que les femmes fassent vœu de chasteté, elles sont condamnées à s'accoupler avec des déchets humains comme les drogués. Les hommes de bon sens sont une denrée rare dans la République de bananes du Québec. Vous avez affirmé tout à l'heure que les alcooliques n'étaient pas reconnus pour être des génies. Attention, certains alcooliques furent de grands hommes. Je peux citer Churchill et Alexandre le Grand, entre autres. Jacques Parizeau a aussi un problème d'alcoolisme, mais j'hésite à l'inclure dans les génies. Mais en général, les alcooliques sont des locumènes, incapables d'avoir une pensée le moindrement cohérente. Tout ça pour illustrer que il y a toutes sortes de monde qui existent au Québec et par les courriels, on est confronté avec la mosaïque humaine. Alors, nous vous écoutons, Thérèse. Oui, bonjour Thérèse. Oui, bonjour. En premier, docteur, je dois vous féliciter pour votre ténacité, votre détermination et je vous souhaite de reconquérir le sommet de l'Everest, comme vous venez de le dire. Maintenant... J'ai entendu maudit avec... Ça commence à être essoufflant. C'est de la peau en sacrement. Oui. Allez-y, Thérèse. Je vous imite un peu, étant donné que je me bats moi-même depuis 7 ans avec le gouvernement. Et j'appelle justement pour avoir votre version, à savoir si vous êtes d'accord que les personnes adoptées de l'époque de Grande Noirceur, dont moi, en 1942, qui réclament de connaître nos génitales, de recevoir notre dossier avec le nom de notre mère pour qu'on puisse savoir... Thérèse, vous me faites plaisir après-midi. Oui. Je vous dis sans embâche, allez-y pleinement. C'est ce que je fais, mais c'est... Vous savez, nous avons avantage à imiter le Danemark, un pays légèrement civilisé s'il en est un, qui a toujours tenu les registres d'adoption. Oui. Le Danemark, à ce que je sache, est le seul pays au monde qui a fait ça. Oui, depuis longtemps, mais par contre, il y en a beaucoup d'autres. Registre d'adoption ouvert. Ouais. Mais ici, Thérèse, est-ce qu'on vous laisse miroiter que vous seriez capable de remonter à la source? Non, hein? Non. C'est ça. Parce qu'il y a des dossiers qui ont été détruits aussi.
Non, mais moi, Thérèse, profitez-en dans votre campagne pour ne pas perdre votre temps et réclamez registre ouvert d'adoption, d'insémination artificielle, transfert d'embryon. You name it, you've got it. Oui, j'ai... Bord ouvert, l'hypocrisie féminine au Québec, on met la hache là-dedans. Oui. Mais, Thérèse, vous avez 67 ans? Oui, j'ai 67 ans. Et ça vous dérange encore de ne pas connaître vos origines, c'est ça? Bien, disons que ça me dérangeait pas, parce que j'ai été adoptée par des bons parents. Oh oui. Mais disons que c'est au niveau de ma santé. J'ai été opérée pour un cancer de l'utérus dont je ne connaissais pas la cause. Je l'ai appris, vous savez, assez rapidement. J'ai été opérée d'urgence. On a décelé chez moi un problème de la glande thyroïde à l'âge de 29 ans, quand ça faisait depuis l'âge de 16 ans qu'on me traitait pour une personne hyper nerveuse. J'ai fait de l'arythmie depuis que je suis petite. Oui. Alors, disons que j'ai un bon bagage. Thérèse, je dois vous prévenir. Pardon? Je dois vous prévenir. Oui. Et vous posez une seule question. Vous êtes une dame d'un certain âge? Oui. On se parle entre adultes? Oui. Bon. J'exauce votre vœu. Oui. Et vous découvrez que vous êtes le résultat de l'inceste. Oui. Votre mère a été copulée par son père, a été incestuée. Oui. Et c'est vous qui avez été le bébé, vous avez été donné en adoption. Comment vous réagissez? Disons que je ressens une grande douleur, évidemment. Pour ce qui est de ma mère, heureusement, elle est partie. elle est décédée. Alors, comment je pourrais dire, les os ne lui font plus mal. Vous savez, votre mère, votre génitrice, là, c'est ça? Ben oui, elle a 67 ans, Jeannette. Oui. C'est que, pourquoi je vous pose cette question-là? Pourquoi je vous ai posé je vous ai emmené ce scénario-là? Vous m'avez emmené sur ce scénario-là parce qu'il y en a eu beaucoup. Cependant, ma mère avait 26 ans, moi, à l'époque. Je ne sais pas si ça se pouvait quand même, l'inceste, à cet âge-là. J'ai œuvré dans un dossier, madame, il y a à peu près 12 ans. Oui. OK? Oui. Où une femme de 21 ans qui venait d'accoucher, 4 mois auparavant, est allée visiter son père avec le bébé, il a sauté dessus et l'a fourré. Arrêtez donc. Et c'est elle-même qui le disait à 21 ans. Oh, oui. Alors... Ça peut être exceptionnel, par contre, Pierre, parce que d'habitude, ça lâche avant. Ça lâche avant. C'est exceptionnel. Ouais. Écoutez, tout bout de champ, ben là, à un moment donné, j'apprends, ben là, il y a un frère et une sœur qui vivent ensemble, puis il faut. Bon, et tu sais, puis là, on a eu un article, là, il y a la semaine dernière, qui nous vient d'Allemagne. Il y a un frère et une sœur qui se réclament le droit de copuler ensemble allègrement, et qui réclament le droit de le faire légalement. Alors, ce que ça soulève, c'est des problèmes génétiques. C'est des gros problèmes génétiques, consanguinité, tout ça. Revenons à l'ouverture. Vous savez, Thérèse, être ouvert, être transparent, si on réclame la transparence, l'ouverture, à ce moment-là, soyons prêts à assumer ce qu'on va découvrir. Ah oui, ça c'est sûr. Ça. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est ça, c'était ça mon point. Oui. Non, alors, si vous découvrez, soyez bien que ceux qui veulent connaître leurs origines, vous allez peut-être, dans certains cas, faire le saut. Et des enfants qui ont été donnés en adoption, suite à l'engrossement par le père ou le grand-père, il y en a eu pas mal au Québec. Oui, je sais. J'ai lu l'histoire du Québec, des enfants. Vous savez, il y a Mayou, il y a seulement Mayou qui en parle ouvertement sur Mais c'est pas pour rien, Pierre, parce que ça pourrait bien aller dans votre sens, parce que c'est pas pour rien que pour certains, c'est extrêmement difficile de retourner aux sources. Les papiers ont été détruits, c'est égaré. Il y a peut-être des affaires comme ça, beaucoup plus qu'on le pense. Si nous sommes prêts à regarder notre réalité et à l'assumer, je suis pour une transparence totale, comme au Danemark. Registre ouvert de tous les gugus d'adoption, d'insémination artificielle, de mères porteuses, d'embryons, de vente d'embryons, puis oui. Comprenez-vous? Oui, ça devrait... L'hypocrisie sociétale, c'est-tu tannant? Oui, excessivement tannant et puis déplorable. Puis ce que je déteste aussi, Dr Mayou... Allez-y fort, bar ouvert après-midi. Merci. Non, oui, ce que je déteste énormément, c'est que aussitôt qu'une personne a adopté un enfant et puis qu'il survient un pépin, ah, ben c'est sa fille adoptive. Ah, ben c'est sa fille illégitime. C'est son fils illégitime. Moi, le mot illégitime, je le bannirais. Comprenez-vous? Ça me fait mal, ce fameux mot-là, parce que moi, dans ma tête... Vous devriez dire « ça me fait chier ».
Oui, mais j'étais poli. Non, soyez pas poli, soyez vous. Mais on a compris. La politesse à notre tribune. À notre tribune, on s'exprime comme on pense. Oui. Si c'est ça que vous avez pensé, vous le dites. Bon. La maudite censure, là, dans l'orifice anal. Non, puis on reste au niveau du discours bas. On demeure au niveau de l'authenticité. Oui, mais c'est ça que je me pose souvent la question, le pourquoi les gens sont comme ça à notre égard. Moi, j'ai un chien, j'ai des chats. Je pense pas mon temps à dire mon chien c'est un illégitime ou ma chatte c'est un illégitime. Oh, vous êtes suave après-midi, vous. Non, mais c'est vous vrai. Valez l'après-midi. C'est mon chien, c'est mon chat, puis lâchez-moi avec ça, je l'ai acheté, je l'ai payé, c'est à moi, il m'appartient. Tu sais? Je vous jure, docteur, ça me fait... excusez, monsieur Mahou. Oui. Monsieur Mayou, oui. Je vous aime tellement en tant que ce titre-là. Alors, j'ai de la difficulté des fois à employer le mot monsieur. Vous pouvez m'appeler Pierre. Oui. Donc, vous allez continuer vos recherches? Ben, continuer mes recherches, je ne peux pas aller plus loin, là, parce que dans mes recherches, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça fait à peu près 3000 lettres que j'ai écrites à notre cher gouvernement, qui est KISS, libéral, carotté, rose, jaune, mauve, puis tous ces gens-là... Thérèse, devenez stratégique. Ils font absolument rien. Puis Thérèse, devenez stratégique, Internet. Oh, j'ai essayé, docteur. Alors, continuez. Alors, site Internet, pression, puis comme vous l'avez fait, le fait de nous appeler. Parce que c'est mon site, hein? Oui. J'ai le site, le groupe des personnes adoptées sur Internet. J'ai des gens qui m'écrivent, mais qui recherchent. Moi. Mais il y a une association, oui, mais attendez un peu, là. C'est qu'il faut avoir un objectif clairement établi. Oui. Si c'est de retrouver vos parents, c'est une chose. Oui. Si c'est pour faire des pressions, pour que tous les registres des gugus soient dorénavant ouverts. Oui, ça, c'est très différent. Chose, c'est ça. Débordez, vous savez, tant qu'à vous battre, battez-vous pour une belle cause. Oui, ben c'est ça, c'est pour, je me bats pour l'ouverture des dossiers. Bon, l'ouverture de tout ça, des registres. Exactement. Fin à l'hypocrisie. Oui, exactement. Monsieur Maïs. La puce. En tout cas, j'espère que vous allez retrouver votre titre. Oh, on l'espère. C'est ça que notre Québec, qui est toujours là à s'acharner chez des personnes qui parlent. Faut pas que tu parles au Québec. Faut pas que tu déranges au Québec. Hey, c'est incroyable, pareil, ce qui arrive à Jean-François Plante. Puis... Ben, c'est ça. Voyez-vous, moi, là, ça m'offense, tout ça. Vous pouvez pas savoir comment. C'est inquiétant. On borde toujours le cubisme. On est toujours, je ne sais pas quel maudit attrait qu'on a vers ce régime de trou de cul-là, mais on est toujours sur le bord de Cuba. Mais tout se dit, on dirait que c'est dans l'enrobage que ça marche pas. Tout finit par se dire. Oh Pierre, les Français, quand ils prennent un argument, là, ils vont aller très loin, mais c'est bien enrobé. Non. Et ça passe, ça fait beaucoup de chemin. Je sais pas si on va apprendre à parler d'une autre façon. Écoute, bordel de merde, là. Viens pas nous faire la leçon des Français, toi, là. Hey, bordel de merde, là. Bon, alors... Thérèse, merci beaucoup. Alors donc, vous êtes d'accord, et puis je vous en remercie. Je vais passer ça sur mon site, et puis on va en faire de la pression. Je pense que je vais faire comme vous. Mais je déplore aussi le fait que notre groupe de personnes adoptées qui ont été tellement asservies, quand on leur demande de se présenter, de descendre, de manifester, moi j'ai été manifestée pendant 26 jours avec mon mari, et puis je vous jure que je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas en bonne condition, mais j'ai été là pendant 26 jours devant le ministre de la Justice. Mais Thérèse, vous avez fait cet après-midi en 10 minutes énormément plus que probablement tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous pensez? Oui. J'espère que j'ai atteint la province. Vous avez sensibilisé énormément de citoyens et non pas une couple de petits crosseurs. Bye Thérèse. On rejoint maintenant, c'est Linda. Bonjour Linda. Un petit peu. Jeannine. Oui. Nous allons lire un petit courriel qui fait suite à quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé sur nos ondes hier après-midi. OK? C'est un médecin qui nous écrit. Vous aviez raison de remettre en doute l'auditrice qui a mentionné que la morphine avait provoqué un infarctus chez son père. La morphine provoque habituellement le décès lors de surdosage par dépression respiratoire. Oui. Cependant, le CPS, c'est-à-dire le livre des pilules, mentionne que la morphine, encore lors de surdosage,
peut causer aussi un collapsus circulatoire, secondaire à une hypotension et bradycardie, et un arrêt cardiaque pourrait s'en suivre. Cependant, lorsqu'on utilise la morphine pour traiter la douleur et qu'elle est bien dosée, ce problème ne survient pas. Je sais qu'elle est aussi utilisée lors des cas d'infarctus aigu afin de diminuer la douleur et l'état de stress cardiovasculaire. Les gens ont souvent associé la morphine avec la phase terminale de cancer et ont une fausse croyance que c'est elle qui provoque le décès. Je dois souvent, écoute bien la suite, je dois souvent corriger cette croyance avec les familles des patients que je suis à domicile en soins palliatifs. En général, jusqu'au décès, qui se produit aussi généralement à domicile pour ma clientèle dans environ 85% des cas. Je serais plutôt pro-euthanasie et je déteste l'acharnement thérapeutique. J'ai d'ailleurs déjà injecté à une reprise une dose létale de morphine à une de mes patientes à domicile qui était très souffrante et qui aurait vécu peut-être encore 2 jours supplémentaires sans ceci, d'un cancer du sein avec métastase osseuse et cérébrale. Son mari et ses enfants trouvaient très pénible de la voir souffrir. Le décès s'est produit 20 minutes suite à l'injection et elle a eu le temps de se détendre et elle est décédée paisiblement en souriant. C'est ça. Je crois qu'il est essentiel de pouvoir utiliser notre jugement dans de telles situations. Je suis tout à fait d'accord avec vous au sujet des doubles standards de l'euthanasie face aux animaux et à l'homme. Voyons donc, la vie à tout prix. C'est complètement fou ce que l'anxiété de séparation peut obliger les gens à endurer. Oui, éloquent, bien appuyé. Mais quand il parle d'hypotension et tout ça, c'est ça, une dose en tout cas, c'est intéressant, très intéressant. Ça apporte un éclairage à ce qui a été dit hier. Janine, oui. Ça ne vient pas de moi. Bien oui. C'est un avis. J'ai lu une réaction, un avis médical. Oui. Est-ce qu'il nous est permis de lire un avis médical sur les gens? Je pourrais le faire, mais je ne suis pas médecin, je pourrais le faire. Je n'en doute même pas. Voilà. Alors on parle à Linda. Bonjour Linda. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, non. Linda, on n'a pas de... OK. Les lignes tombent. Ouais, alors Pierre, c'est ça, pour revenir à l'histoire de la morphine hier, ce qu'on comprend là, du médecin, c'est que la personne qui est très affaiblie est agonisante. Si tu lui donnes légèrement, une dose légèrement plus forte, il y a hypotension, c'est ça, là. Il y a des conséquences, mais c'est pas nécessairement le cœur. Non, parce que la morphine est utilisée pour soulager la douleur causée par l'infarctus. Ah non, j'ai trouvé, hier, pour une femme de j'en suis pas revenu. Je ne croyais pas que quelqu'un pouvait avoir 35 ans et être aussi naïve au niveau des connaissances. Écoute, faut être sourd, aveugle et muet. En tout cas, on ne peut pas tout savoir. Moi, c'est un appel planté ou quelqu'un qui jouait à la niaiseuse. Mais ça n'avait pas de maudit bon sens, là. C'est trop, c'est comme... On peut pas tout savoir. On est étonné des fois de voir les lacunes dans l'information quand tu n'as jamais été confronté à ça. Moi, je l'ai pris comme ça. Alors, on va être André maintenant. Bonjour, André. Bonjour à vous. Oui, bonjour, André. Ça va bien? On vous écoute. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Oui. Je sais que dans les prochaines semaines, CKC a décidé de ne pas renouveler votre contrat. Non, c'est pas ça. C'est que CKC a changé complètement de vocation. Et ça va être uniquement des émissions de sport. Alors, CKC fait un virage sportif mur à mur. C'est ça. Ça veut dire que vous, dans vos interventions, c'est pas du sport. C'est pas du sport. C'est pas du sport, ça. C'est ça. Bien que certains jours, André, ça pourrait avoir l'air de ça. On est d'accord. C'est du sport à réaliser, mais nous ne parlons pas de sport. Exactement. J'ai un autre petit point aussi pour nos amis du Collège de médecins. Allez-y. Qui ont beaucoup de plaisir à vous frapper dessus. Même si vous avez seulement une jambe, j'imagine que si vous n'auriez deux, comment vous pourrez être debout beaucoup plus facilement. Je veux leur dire un gros bonjour et un gros... je dirais pas le reste. OK. C'est bien pensé. Alors... Et vous, André, maintenant? Pour mon point le plus important, oui. Je vous ai écouté périodiquement. J'ai pas eu le temps souvent de vous écouter parce que aux heures que je travaille, j'ai pas souvent la chance. Oui. Mais sauf que à chaque fois que j'ai eu la chance de vous écouter toutes les deux, ça a été merveilleux. Vos commentaires que vous avez faits, ça a été extraordinaire parce que moi j'ai une fille de 14 ans. Oui. Qui a un chum de 18 ans. Oui.
je vais vous dire que c'est pas rose à la maison. Ouais, non, c'est pas chic, là. J'ai passé à 2 cheveux du divorce dernièrement. Pourquoi? Ben, parce que ce qui arrive, c'est que j'ai une femme qui est contrôlante, comme au Québec. Oui. Le problème qui arrive, c'est que c'est pas ma fille biologique. J'ai embarqué dans la vie, comme on dit, avec cet enfant-là, elle avait 4 ans. Oui. J'ai un enfant de vie commune avec ma conjointe. Oui. Qui a quel âge, l'enfant? Qui a 38 ans. Ma conjointe a 38 ans. Oui. Et ma fille, ma plus jeune, elle a 8 ans. OK. Vous avez une petite 8 ans aussi. Eh, bateau. Je vous dirais que ces temps-ci, ça a été la grosse chicane. Même en fait, semaine passée, c'était l'anniversaire de 4 personnes de la même famille, de notre famille à nous autres. Oui. Parce qu'on a comme 3 dates différentes, mais très rapprochées. Fait qu'on les a fêtées en fin de semaine. Oui. Puis j'ai ma grande fille qui a décidé de monter en haut puis faire une crise d'adolescente. Non, ça n'existe pas, ça. Non. Tout le monde a pris le bagage, puis tout le monde est parti. Non, mais elle est montée en haut, ça n'existe pas une crise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a dit, elle était frustrée parce qu'on avait commencé à manger du gâteau, parce qu'elle était dans la chambre avec son copain, il s'embrassait. C'était plus plaisant d'être dans le chambre, puis pas s'occuper du monde. Fait qu'elle est montée en haut, a décidé que c'était pas important. Puis quand elle est arrivée en haut, elle a pété une crise parce qu'elle s'est aperçue qu'on mangeait du gâteau de fête. Puis elle a décidé de péter une crise. Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti parce que là, ça a été la chicane totale. Bon. Fait que c'est... Moi, non, André, cette jeune fille-là ne faisait pas une crise d'adolescence. C'est qu'elle est mal élevée. C'était une mal engueulée. Est-ce que ça se peut? En quel honneur qu'elle est mal engueulée comme ça, qu'elle ne sait pas vivre, cet enfant-là? Ben, ce qui arrive, c'est que nous autres, de notre côté, on essaie tant que possible d'essayer de donner des conséquences. André, en quel honneur qu'elle est mal éduquée? Ben, ce qui arrive, c'est que c'est sa mère qui s'en occupe, parce que moi, j'ai pas le droit de parole la plupart du temps. On a tout compris. Alors, dissension parentale. Boy. Puis moi, j'ai essayé d'aller voir un psychologue de mon côté, à d'amener ma conjointe avec moi, puis elle a cancellé le rendez-vous. Non, André. Elle n'avait pas amélioré. Elle n'avait pas amélioré rien. André. Parlez-nous de la sexualité entre vous et votre conjointe. À l'occasion. C'est-à-dire? Quand ça y tente. C'est-à-dire? C'est-à-dire à peu près aux 3 semaines. Ouais. Ça fait combien de temps que le régime est aux 3 semaines? Ah, ça doit être... ben là, c'est arrivé cette semaine. Je pense que je vais applaudir. Je vais mettre un petit calendrier. Je vais avoir un peu le sens de l'humour. Ah oui. Soyez sans crainte. Je ne suis pas si innocent. Je ne sais pas. Vous allez voir pourquoi... Allez-y, continuez. Ben, ensuite de ça... Ben, vous allez voir où est le problème, mon ami. Ça fait à peu près 3 mois, à peu près, que ça dure. 3-4 mois, là, que c'est vraiment de pire en pire, là. Oui. Alors, 3-4 mois que la sexualité avec la partenaire, c'est fall back. Ça fait combien de temps que que la fille de 14 ans fréquente le gars de 18? Ah, ils ont fêté leur 7e mois d'anniversaire, là. Pardon? Ils ont fêté leur 7e mois d'anniversaire. Bon, le 7e mois. Ils font ça aux semaines, hein. C'est comme... Il y a un décalage, là, Pierre. Il y a un décalage de 4 mois, là. Non, il n'y a pas de décalage. En la fin de... Parce que vous faites un lien, probablement. Il n'y a pas de décalage. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire, d'abord? Je vous dis que l'humain, à l'occasion, là, il peut être assez véreux, merci. Bon, alors, Pierre, on va vous demander de déculotter votre pensée. Ça fait longtemps. Ah, allez-y donc. Allez-y donc. Plus cet après-midi. Allez, ouais. Il veut se faire tordre le bras. Allez-y. Je me sens tout timide, tout d'un coup. Je me semble, je vous connais plus radical que ça. Ben, ça dépend sur quoi. Je sais, vous avez un franc-parler. Oui, mais c'est parce que là, je suis pas sûr de mon affaire. Bon, qu'est-ce qui se passe, voyez-vous? Ben, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que la petite fille de l'enfant de 14 ans fréquente le gars de 18. Oui. Puis ça fait 3-4 mois que votre partenaire, là, a raréfié les relations sexuelles avec vous. J'ai bien compris? Disons que la sexualité avec ma conjointe a toujours été quand même sporadiquement, par période, elle était variée. Parce que ce qui arrive, c'est que ma conjointe, des fois, elle avait un problème vaginal. Oh oui.
Fait que c'est ça. Je peux vous dire une chose, qu'elle n'a pas juste un problème vaginal. Ben, c'est ça, mais elle aime contrôler aussi. Eh oui. Mais moi, j'ai un méchant caractère, fait que je peux pas partir des hommes du Québec. Je me laisse pas faire non plus. Ben oui. Mais là, c'est que... Ça fait que c'est multipiste, là, Pierre. Oh non. Ça fait un cas multipiste. Non, ce n'est pas multipiste. Alors, c'est quoi? Pourquoi, là? Pourquoi récemment, c'est pire encore? Oh non. Ça. Quel âge avez-vous, André? Moi, j'ai 36 ans. Eh bien. Qu'est-ce que vous en pensez de votre situation? C'est pas... ben, disons, tous ceux avec qui sont proches de moi, comme même mes parents, ma belle-mère même, elle veut plus s'en mêler, ils veulent plus... disons, ils nous évitent. Parce que là, quand ils viennent soit à la maison, c'est soit la chicane ou c'est la grande fille qui a des commentaires. Est-ce qu'il est possible que votre conjointe, inconsciemment, utilise la jeune de 14 ans? Ben, utilise... Ben, je pense qu'elle a peur de perdre peut-être ce qu'elle a. Fait que... Votre conjointe, ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a? Ben, je veux dire, dans la maison, les biens, là, toutes les choses, je pense qu'elle a peur de... Fait qu'elle me tient, parce que moi j'ai une fille de 8 ans. Fait qu'elle me tient pareil parce qu'elle sait que je veux pas partir de laisser ma plus jeune. Ah, c'est tellement malsain, là. Tu sais, André, non, après-midi, là, vous me donnez pas envie de rire, puis vous me donnez même pas envie de m'enflammer, là. Oh boy! Bon, bien, on va faire la pause. Est-ce que, André, vous voulez continuer avec nous? Peut-être un peu plus clair, tout à coup, on là. va l'écouter un bout, parce que sinon, c'est pas Jojo, là. OK, alors on continue avec André. André, vous nous avez présenté un scénario assez compliqué pour avoir bien des hypothèses, là. Alors, on fait quoi avec ça, Pierre? André, est-ce qu'il est possible que votre conjointe utilise sa fille de 14 ans à des fins quelconques? Utilisation inconsciente, à son insu. Ben, ça dépend sur quel sens que vous parlez de ta fille de 14 ans, là. Vous voulez en venir à quoi? Demandez-vous pas à quoi je vais en venir. Et essayez d'utiliser ce que vous avez entre les deux oreilles pour réfléchir. Est-ce qu'il est possible que votre conjointe utilise sa fille de 14 ans pour exprimer quelque chose? Ben, exprime son autorité avec elle, puis à chaque fois que moi j'ai le droit de parole, il faut que je fasse le tapis, parce que si moi je fais le tapis en avant d'elle, de ma grande fille, qui a 14 ans, parce que je la considère pareil ma fille, même si biologiquement j'ai pas mis la goutte, là, comme on dit. Mais si je fais le tapis en avant d'elle, aucun problème, tout va bien dans la maison. Bon. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut inférer de ce que vous venez de dire, lorsque vous parlez d'exprimer son autorité, est-ce qu'il est possible qu'elle utilise votre fille de 14 ans pour maintenir son autorité abusive et vous châtrez, vous castrez, ce faisant? Ben, ça se pourrait, parce que je veux dire, là, elle vient de commencer à travailler, parce qu'avant, elle ne travaillait pas. Puis là, j'ai un peu plus d'autorité dans la maison, parce qu'elle n'est pas là. Que quand je dis aux enfants quelque chose, c'est que les enfants, ils en reprennent à leur mère, puis ben souvent, je me fais replacer à ma place. Parce il semble y avoir un mécanisme de castration perpétuel. C'est en action et perpétuel. Non. Je sais pas, peut-être que je divague, là, mais comment vous recevez ce que je viens de dire? Ben, ce qui arrive, c'est que, oui, ma conjointe, elle a toujours une autorité. Elle a toujours eu, même quand elle était jeune, de son côté avec sa mère, elle a toujours qu'elle ait raison. Elle allait s'ostiner jusqu'à temps que sa mère lui dise, bon, ok, t'as raison, c'est correct, on n'en parle plus. Est-ce qu'il est possible que votre conjoint nourrisse une haine inconsciente du masculin? Je dirais pas vraiment une haine, mais je pense que plutôt c'est de dominer la personne avec qui elle est. Que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes? Mais... Que ce soit, peu importe les personnes, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas important, faut que ce soit elle qui met... Vous êtes contredit par votre témoignage, cher André. Ben, je vais vous dire... Elle ne domine absolument pas sa fille de 14 ans, au contraire, elle l'utilise... Elle la laisse toute faire et la manipule. Ben, quand vous dites qu'elle la laisse toute faire, plus oui, elle l'a jamais éduquée. Elle l'a jamais éduquée pour mieux la manipuler. Aujourd'hui, elle a la dominer. Elle a des reproches qu'elle peut lui faire parce qu'elle
C'est ça, Pierre? C'est ça. Elle lui fait certains reproches. Ouais. Mettons, elle la met en pénitence ou... mais, je veux dire... Elle la met en pénitence à 14 ans? Oui. Racontez ça aux auditrices. Ben, en pénitence, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à son chum, ben, gars, toi, tu viens pas pendant une semaine. Je veux dire, ce soir, tu vas te coucher, tu te couches à 11 heures. Ces choses-là. Ben, elle va lui donner certaines, pas des pénitences comme celle d'aller des fessées, parce que ça donne rien. Mais. Est-ce que votre conjointe a déjà donné des fessées à sa fille de 14 ans? Non. Non, mais ma grande fille a déjà frappé sa mère, oui. Bon, on y arrive. Ouais. Récemment? C'est récent, ça, André? Sauf qu'elle l'a fait devant moi, puis moi, j'ai repoussé. Puis j'ai dit, je ne frappe jamais ta mère en avant de moi. Ce que j'ai eu comme reproche, c'est elle me dit, ne frappe jamais ta fille en avant de moi. Ben oui. Alors, conclusion, laisse ma fille me frapper. C'est ça. Pour que j'ai des raisons. Avez-vous compris le syllogisme? Ben oui, mais je veux dire, je pourrais jamais m'en sortir. Non. Je veux dire, n'importe quoi que je veux essayer de faire et contrôler avec cet enfant-là, je veux dire, Reprenez au bénéfice des auditrices la séquence. Ben, ce qui arrive, c'est que quand, mettons, ma fille va frapper, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Bon, c'est déjà arrivé. Si elle la frappe, mettons, en lui donnant une tape ou en la poussant, moi, si je prends ma fille puis je la replace, la poussant, puis la mettant à sa place, moi, je me fais replacer par ma femme en disant, t'as pas d'affaire à toucher à ma fille. Est-ce qu'il est possible, deuxième possibilité que nous pouvons explorer, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu une inversion de rôle entre votre conjointe et sa fille? C'est-à-dire que ce soit la fille qui soit la mère et votre conjointe soit la petite. Ah ben c'est sûr. Elle a toujours été mère parce qu'elle gardait sa sœur à l'âge de 4, 5, 6 ans. Puis moi, souvent, je la gâtais, je disais, bon, la deuxième maman de la maison a parlé, faudrait que t'écoutes. C'était la grande. C'est la grande fille, là. Reprenez-nous ça, là. À partir de quel âge la grande de 14 ans a commencé à garder sa petite sœur? À l'âge de 11 ans. À 11 ans, elle gardait, mais je veux dire, pas pour une journée complète, seulement quelques heures. Oui. Elle gardait, puis il fallait qu'elle écoute sa sœur. Il fallait qu'elle écoute sa sœur. C'est une petite dominatrice, elle aussi. Non, il fallait que sa sœur l'écoute. La plus jeune écoute la plus vieille. Donc la plus vieille est aussi un petit boss, là. Je pense que c'est plus une gérante d'estrade. Non, alors je répète, est-ce qu'il est possible que votre conjointe ait inversé les rôles depuis plusieurs années déjà avec sa fille de 14 ans? La fille de 14 ans devenant la mère et la mère, Guenille, devenant la fille. Ben, c'est parce que tellement tannée, je pense, de se chicaner avec elle qu'elle la laisse gagner. André, elle l'a manipulée. Je soupçonne de la manipulation de sa part. De la part de la mère? Yes. C'est la mère qui a tout orchestré ça. Est-il possible, je le mets sous forme interrogative, est-il possible que inconsciemment votre conjointe ait tout orchestré ça? Je dirais, je pense que pas, parce que d'après moi, c'est vraiment là, le nombre de chicanes qu'il y a eu entre moi et mon adolescente et ma femme par la suite. Je pense que ça l'a tellement vidé d'énergie qu'aujourd'hui, elle est comme... André, est-ce que je peux vous demander une faveur? Ben oui. Pourriez-vous cesser de l'appeler ma femme? C'est ça, M. Mailloux, là. Pourriez-vous? Ça, vous avez pas aimé ça, puis j'ai suivi votre conseil à plusieurs reprises. Je disais, j'aimerais mieux t'appeler ma conjointe. J'ai dit, ça serait mieux, ça serait plus beau. Elle me dit, non, je suis ta femme, tu vas m'appeler ma femme. Bon. OK. Elle impose. C'est correct. J'ai dit, écoute, je trouve que ça paraît mieux. André, je vous suggère de vous acheter un suspensoire en métal. Tiens, pour se protéger les testicules, les chenolles. Mais écoutez, M. Mailloux, ça va vous faire encore plus rire. Oui, allez-y. Parce que dans la maison, j'ai un chien
qui est femelle. Je pense que j'ai des poissons, c'est toutes des femelles. Je dois avoir 2 oiseaux, ça doit être des femelles. Je suis encerclé de femelles dans la maison. André, elle a une hantise, une haine viscérale envers la testostérone. Bon. Et ça, Pierre, c'est inconscient. Ça joue au niveau inconscient. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez cette femme-là quand elle était plus jeune? Ça vaut-tu la peine de retourner là-dedans? Soyons prudents pour ne pas trop nourrir les excuses, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. C'est parce qu'il y a une petite poune là, de 8 ans là-dedans. Là. C'est ça. Il y a une autre de 14 ans qui est mal barrée. On vient d'entendre, c'était dans les journaux ce matin, une jeune croupière qui publie un livre. Et puis elle a vu, elle parle de la préparation qu'on fait aux croupiers. Puis elle parle aussi de la clientèle qui est desservie dans les casinos. Puis elle parle de d'autres choses aussi. Qu'est-ce que vous avez noté? Ben écoute, elle raconte qu'elle entendait des voix. Oui. Lis l'article. Qu'elle le dit. Lis l'article, c'est écrit. Je le sais, Pierre. J'ai trouvé ça fascinant. Évidemment, j'aurai éventuellement des commentaires très intéressants à passer là-dessus. Vous pourriez pas les faire tout de suite? Non. Pourquoi? Un petit jeune. Ah oui, non, je comprends. Un petit jeune, d'accord. Non. Mais tout de même, mis à part ça, qui peut ouvrir certaines pistes. C'est vrai qu'on peut museler. Mais il y a une chose pas longtemps, par exemple. Je sais pas autant vous le dire. Que le muselage ne sera que temporaire. Mais M. Pierre, quand même, outre ça, ce que vous avez noté, puis c'est vrai, moi je l'excluais, là. Je l'excluais, puisqu'on ne parle pas de ça en ondes. Elle écrit un livre, elle a 26 ans, elle a quand même parlé de la formation que reçoivent les croupiers. Et elle a quand même décrit d'une certaine façon la clientèle qui va là. Des gens qui ont des gros problèmes, des gens qui s'endettent, qui sont incapables de mettre le frein. Ils veulent gagner, ils ont besoin de gagner, c'était des gens qui étaient malades. Bon, alors elle décrit quand même cette réalité-là qui est autre que la sienne. Alors, nous pouvons soupçonner qu'elle est outrée. Oui, absolument. Tout en s'abreuvant à l'outre du gambling. Elle-même, elle n'est pas tombée. Dans ce qu'on a vu ce matin dans le journal, elle n'est pas tombée là-dedans. Elle. Non, elle voit ce que c'est. Et elle a trouvé se ça nourrissait désolant. son gagne-pain. Son gagne-pain, d'accord. Elle s'abreuvait à l'outre. D'accord, parce qu'elle fait référence dans son article, dans son livre, à d'autres croupiers qui, même aux pauses, vont jouer. Elle, ça semblait pas être son cas, là. Elle, au sens où ça la nourrissait. Oui. Ben oui, c'était son gagne-pain. Son gagne-pain. Oui. Elle s'abreuvait à l'outre du gambling. Et elle a fait ça pendant 3 ans et demi. Mais est-ce que ça vous étonne, ce qu'on retrouve là-dedans? C'est par rapport à la clientèle, quand même. Janine, je répondrai en te disant ceci, de façon fort énigmatique. Aux portes de l'évidence, il est régulièrement nécessaire d'accrocher une énorme enseigne. Ce qui a un certain lustre, on va au casino, Pierre, il y a un certain lustre. C'est beau, c'est si, c'est... Comprenez-vous? C'est pas ce qui ressort là dans l'article. Je vais devoir... Es-tu déjà allé au casino? Je suis allé au casino. Je ne pas pour jouer, par exemple. Il y avait un lancement. Je regardais, j'observais. C'est très beau. Le lieu est beau. C'est chic. C'est ce que je me dis. Parle... C'est ce que j'ai vu. Mais moi, je m'intéresse pas. Tu vas devoir m'exclure. Je suis jamais allé au casino. Je suis allé physiquement, j'ai vu de quoi ça avait l'air. Je suis allé plusieurs fois à Charlevoix, non, parce que à l'hôtel de Charlevoix. Oui. Il y a un casino, là, aussi. Comment il s'appelle? Château quelque chose, là. L'hôtel à Charlevoix ou le casino, là. Richelieu. Bon, Manoir Richelieu. Ouais, c'est ça. Alors, je suis allé à plusieurs reprises au Manoir Richelieu, et le soir, j'ai traversé au petit casino pour regarder. Oui. Et c'est là que j'ai découvert que dans les machines à sous, il y avait, sur toutes les machines à sous, il y avait 3 femmes d'un poids respectable, puis les autres étaient toutes grosses. Bon. Ensuite, j'ai regardé faire le monde aux tables, ceux qui jouaient aux cartes. Alors là, c'était des hommes. C'était bizarre, hein? C'est que les gobsous, les machines qu'on crosse, là... Les femmes... Ça, c'était toutes des femmes et des grosses, excepté 3. Ah, j'ai fait tout le tour. Je les ai toutes regardées. À un moment donné, ça m'a frappé en pleine face. Bon. J'ai dit, les femmes d'un bord, c'est comme dans les bonnes soirées canadiennes, les femmes d'un bord et les hommes de l'autre. Et là, tu traverses. De l'autre côté, c'était quasi... Écoute... Ça joue... Qu'est-ce que c'est le jeu là, qui est à la mode? Alors, au blackjack, je pense qu'il y avait... Les poker, c'est la même chose? Non, blackjack, non. Blackjack, là... Le poker est très mais non, poker, c'est compliqué. Ah! Ça, écoute, y a-tu des femmes qui jouent au poker? Je sais pas. Bon, en tout cas, au blackjack, Janine, c'était quasi... Et sauf erreur, il n'y avait pas une seule femme. Quand je suis allé, là, j'allais 2-3 fois.
C'était comme ça chaque fois. En conclusion, ça intéresse moins les femmes, c'est tout ce qu'on peut dire. Les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. Oui. Mais ensuite, à quoi vous vous attendiez, vous? Je m'attendais à rien. Vous attendiez à rien. Je suis curieux, ben non. Des observations. Comme non, à là, Montréal. je regardais, puis là, il y a un de mes amis, il y a un de mes amis psychiatres, qui lui, il avait une carte. Il avait lu dans un livre, puis il avait le droit d'utiliser sa carte. Okay. Vous étiez en congrès là-bas? Oui, congrès psychiatre. La formation médicale continue. Puis une fois, c'était un congrès de psychiatre, et il utilisait une carte, il avait le droit. Une espèce d'échelle qui te dit que quand tu as telle affaire, t'es mieux de faire telle affaire. Je sais pas trop, là, mais c'est une babelle comme ça. Je l'ai regardé une secousse, tu comprends? Oui. Pour voir si ça marchait, son bidule. Puis la croupière, là, le sait faire. Écoute, ce que ça a donné, c'est qu'il n'y a rien perdu. Il n'a pas fait grand-chose, mais il n'y a rien perdu. Oui. Alors, quand tu joues une secousse, puis que tu suis des règles, certaines règles, tu perds pas. Du hasard, ouais, tu perds pas beaucoup. Selon ils établissent probablement des statistiques. Là. Oui, c'est ça. Bon. Alors, tu ne vides pas de ton argent, mais tu gagnes pas. C'est des conseils basés sur les probabilités. Bon. Et si tu joues un certain temps, ben, tu entres à l'intérieur de... Ouais. Mais pourquoi qu'on disait ça? Là? On s'en allait où? On reviendra peut-être là-dessus, parce que vous avez dit que vous aviez des commentaires. On n'y est pas arrivé, vous êtes resté secret, alors restez énigmatique. Allez en paix en fin de semaine. Peut-être que vous sortirez de vos mystères lundi. On se retrouve lundi? Bon, peut-être pas lundi, mais peut-être éventuellement. Peut-être pas lundi. Okay. Bye-bye. Bon week-end. Merci Jean-Christophe.